Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. Je vous aime tellement. Le ciel pleurait le jour où nous avons enterré Jonathan. De lourdes gouttes de pluie tombaient sur les parapluies noirs qui parsemaient le cimetière du Père-Lachaise, comme si l'univers lui-même partageait notre chagrin. Mon fils, mon unique fils, était descendu en terre sous mes yeux, et avec lui, une partie de moi s'enfonçait aussi dans cet abîme sombre. Maman, tu devrais t'asseoir. La voix de Clément résonna à côté de moi. Pas mon fils, mais mon neveu, qui avait toujours veillé sur moi comme si nous étions du même sang depuis la mort de mon mari il y a 15 ans. Je vais bien, répondis-je automatiquement, bien que mes jambes tremblassent sous ma robe noire. À 67 ans, je me considérais encore comme forte, mais rien dans la vie ne m'avait préparée à enterrer mon enfant. À quelques mètres de là, Nathalie se tenait droite comme une statue, sa silhouette élégante se détachant même dans le deuil. La robe de soie noire Chanel épousait sa silhouette élancée, le voile délicat couvrant partiellement son visage parfait. Je n'avais jamais vu le chagrin paraître si soigné, si contrôlé, pas un seul cheveu blond de travers, pas une bavure dans son maquillage impeccable. Même dans la douleur, elle maintenait cette façade sans faille qui m'avait toujours fait me sentir simple et insuffisante en comparaison. À côté d'elle, mes petits-enfants, Marc et Emma, semblaient perdus dans leurs vêtements sombres et formels, leurs petits visages pâles de confusion et de tristesse. Marc, à 10 ans, se tenait rigide et solennel, s'efforçant si fort d'être l'homme de la famille maintenant. Emma, âgée de 7 ans, serrait un petit bouquet de lys blanc, ses doigts les agrippant si fort que les tiges étaient presque brisées. Quand ses yeux rencontrèrent les miens de l'autre côté de la tombe, elle fit un petit mouvement comme si elle voulait courir dans mes bras. Mais la main ferme de Nathalie sur son épaule la maintint en place. L'officiant parla de la vie de Jonathan, de son succès en affaires, de sa générosité, de son amour pour sa famille. De belles paroles qui semblaient vides face à la finalité de ce cercueil. Jonathan n'avait que 42 ans lorsque l'anévrisme l'a emporté. Pas d'avertissement, pas d'adieu, juste un appel téléphonique à 3 heures du matin m'informant que mon fils s'était effondré lors d'une réunion tardive et ne s'était jamais réveillé. En tant que professeur retraité, continua l'officiant, Victoria Chevalier a inculqué à son fils l'amour du savoir et l'importance de la persévérance qui l'ont conduit à bâtir Innovatech Chevalier, aujourd'hui évalué à plus de 40 millions d'euros. J'ai failli rire de l'ironie. Oui, j'avais enseigné à Jonathan la valeur de l'éducation, du travail acharné, de l'intégrité. Je l'avais élevé seul après la crise cardiaque de mon mari, quand Jonathan n'avait que 16 ans. J'avais cumulé 2 emplois pour lui payer ses études supérieures. Mais maintenant, debout ici alors que son corps était confié à la terre, rien de tout cela n'avait d'importance. Le succès, la richesse, le statut, tout cela n'avait aucun sens face à la finalité cruelle de la mort. Mes yeux se portèrent à nouveau sur Nathalie. Son visage restait impassible, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un calcul froid qui semblait inapproprié pour le moment. Au cours des 10 années qui s'étaient écoulées depuis que Jonathan l'avait rencontré lors d'une conférence sur la technologie, je ne m'étais jamais vraiment liée avec ma belle-fille. Elle était tombée enceinte de Marc moins de 3 mois après avoir rencontré Jonathan. Leur romance éclair avait culminé avec un mariage somptueux qui semblait plus conçu pour les pages des magazines que pour une véritable célébration. Au fil des ans, elle était polie lorsque c'était nécessaire, mais maintenait toujours une distance soigneusement construite entre nous. Mamie, une petite main toucha la mienne. Marc s'était approché en silence, ses yeux, si semblables à ceux de Jonathan, brillants de larmes contenues. Papa est vraiment là-dedans? J'avalais la boule qui s'était formée dans ma gorge. Seulement son corps, mon chéri. Ce qui rendait ton père spécial, son amour, sa gentillesse, son intelligence, est en toi et ta sœur maintenant. Maman dit qu'on déménage en Californie, murmura-t-il, l'anxiété plissant son jeune front. Est-ce que tu viens avec nous? La question me frappa comme un coup physique. La Californie, c'était la première fois que j'en entendais parler. Mon appartement à Paris, le foyer où j'avais vécu pendant 30 ans, n'était qu'à 20 minutes en voiture du domaine de Jonathan dans les Yvelines. Je voyais les enfants chaque semaine, parfois plus. La Californie signifierait? Avant que je puisse répondre, Nathalie apparut à nos côtés, son parfum coûteux pénétrant l'air humide. Marc, retourne à ta place, ordonna-t-elle, sa voix contrôlée mais ferme. Ce n'est pas le moment de bavarder. Ses yeux rencontrèrent brièvement les miens, un avertissement clair en eux. Sans un mot, Marc obéit, me laissant avec un vide qui semblait s'agrandir à chaque instant. Je le regardais retourner à sa place à côté d'Emma, ses petites épaules carrées par l'effort de contenir ses émotions. La cérémonie se termina par un dernier hymne, les voix étranglées par le chagrin, essayant de suivre la mélodie sombre. Un par un, les participants jetèrent des fleurs sur le cercueil. Quand mon tour vint, je laissai tomber la rose blanche dont Jonathan disait toujours qu'elle était ma marque de fabrique. Je les cultivais dans le petit jardin de mon balcon. Au revoir, mon garçon, murmurai-je. Des mots que seuls les nuages en pleurs entendirent. À la réception après les funérailles,
Tenue dans le manoir que Jonathan et Nathalie avaient acheté seulement 2 ans auparavant, je me sentis comme une étrangère. Les invités, dont beaucoup que je ne reconnaissais pas, circulaient avec des flûtes de champagne, discutant à voix basse de l'avenir de l'entreprise, de la succession testamentaire. Des rumeurs sur qui prendrait le contrôle d'Innovatech Chevalier. T'a-t-il laissé des instructions spécifiques? Demanda ma vieille amie Elisabeth, assise à côté de moi sur un canapé en cuir dans le coin le moins fréquenté de la pièce. Jonathan a toujours dit que je serais prise en charge, répondis-je, en regardant Nathalie circuler dans le salon, acceptant les condoléances avec la grâce d'une première dame. Mais honnêtement, Elisabeth, je me fiche de l'argent. Je veux juste m'assurer que je continuerai à faire partie de la vie de Marc et d'Emma. Elisabeth suivit mon regard vers les enfants, assis en silence sur un banc près de la fenêtre, regardant la pluie qui continuait de tomber. Tu connais Nathalie? Commenta-t-elle doucement. Elle a toujours été ambitieuse. Ambitieuse était un mot aimable pour le décrire. Peu de temps après avoir rencontré Jonathan il y a 10 ans, Nathalie était tombée enceinte de Marc. Leur romance éclair avait surpris tout le monde, surtout moi. Jonathan, toujours prudent et méthodique, avait soudainement épousé une femme qu'il ne connaissait que depuis 3 mois. Quand Emma est arrivée 3 ans plus tard, j'avais espéré que la maternité adoucirait les angles vifs de Nathalie. Ce ne fut pas le cas. Elle a parlé de la Californie à Marc, dis-je, ma voix tendue par l'inquiétude. Apparemment, il déménage. Les sourcils d'Elisabeth se haussèrent. Sans en discuter avec toi? C'est exactement ce à quoi je m'attendais, finis-je pour elle. Avant que nous puissions continuer, le notaire de la famille, Maître Fournier, monta sur une petite estrade improvisée et s'éclaircit la gorge pour attirer l'attention. Un silence se fit dans l'assemblée. À la demande de Madame Nathalie Chevalier, annonça-t-il formellement, la lecture du testament aura lieu maintenant pour la famille proche et les cadres dirigeants. Je demande aux autres invités de nous laisser en privé en se retirant dans le salon adjacent. Mon cœur se mit à battre la chamade. C'était inattendu. Normalement, les lectures de testament ne se faisaient pas lors des réceptions funéraires, mais Nathalie avait toujours eu tendance à rompre avec la tradition quand cela l'arrangeait. Alors que la pièce se vidait, ne laissant qu'une dizaine de personnes, dont Nathalie, les enfants, Clément et quelques cadres de l'entreprise, je sentis un frisson me parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans l'expression de Nathalie, un léger sourire contenu au coin de sa bouche parfaite, qui me remplit d'une terreur que je ne pouvais nommer. Maître Fournier ajusta ses lunettes et ouvrit un dossier en cuir marron. Les dernières volontés et le testament de Jonathan Jacques Chevalier, commença-t-il, sa voix stable malgré la tension qui s'était installée dans la pièce. J'étais assise raidement dans un fauteuil en cuir, les mains jointes sur mes genoux pour cacher leur tremblement. En face de moi, Nathalie s'était installée dans ce qui avait été le fauteuil de Jonathan, une pièce massive, semblable à un trône, à la tête de la pièce. Marc et Emma étaient assis de chaque côté d'elle, l'air petit et perdu. Alors que Maître Fournier commençait à lire le préambule juridique formel, je surpris Nathalie en train de me regarder avec une expression qui me glaça le sang, une anticipation mêlée à ce qui ne pouvait être décrit que comme du triomphe. Quelque chose n'allait pas du tout. À cet instant, je sus avec une certitude absolue que ce qui allait être révélé changerait tout, et j'avais raison. À ma femme bien-aimée, Nathalie Dubois-Chevalier, poursuivit Maître Fournier, sa voix portant clairement dans la pièce silencieuse, je lègue l'intégralité de ma succession, y compris, mais sans s'y limiter, mes parts dans Innovatech Chevalier, évaluées à environ 42 millions d'euros, nos propriétés dans les Yvelines, à Paris et à Aspen, tous les investissements, comptes et effets personnels. Les mots me frappèrent comme des coups successifs, chacun, intégralité et tous, chassant l'air de mes poumons plus efficacement que n'importe quelle attaque physique n'aurait pu le faire. Je m'agrippai aux accoudoirs de mon fauteuil, mes jointures blanchissant alors que je luttais pour assimiler ce que j'entendais. De plus, continua le notaire, Madame Dubois-Chevalier conservera la garde et la tutelle exclusive de nos enfants, Marc et Emma, avec une entière discrétion sur leur éducation, leur scolarité et leur lieu de résidence. Entière discrétion. L'expression résonnait dans mon esprit, ses implications se cristallisant avec une clarté terrifiante. La Californie. Elle pouvait les emmener en Californie ou n'importe où ailleurs sans me consulter, sans aucune obligation de maintenir ma relation avec eux. À mes collègues d'Innovatech Chevalier, j'exprime ma gratitude pour votre loyauté et votre dévouement. La pièce se mit à tanguer sous mes yeux, les meubles élégants se brouillant en formes indistinctes alors que je luttais contre l'obscurité qui empiétait sur les bords de ma vision. Cela ne pouvait pas être vrai. Jonathan avait toujours promis, m'avait explicitement dit il y a quelques mois à peine, lors d'un dîner dans mon appartement, que je serais prise en charge, que ma relation avec les enfants serait protégée. « Maman » murmura Clément, sa main chaude sur mon épaule. « Est-ce que ça va ?» Je hochai la tête mécaniquement, bien que rien n'allait. Rien ne serait plus jamais comme avant. D'abord la perte de mon fils, et maintenant ça, la perte potentielle de mes petits-enfants, les seuls morceaux restants de Jonathan dans ce monde.
Quand maître Fournier finit de lire les divers legs caritatifs et les directives de l'entreprise, un lourd silence s'abattit sur la pièce. Puis, avec hésitation, je levai la main comme la professeure que j'avais été pendant 30 ans. Maître Fournier. Ma voix me parut étrange, fine et vacillante. N'y avait-il aucune disposition pour moi? Le notaire baissa les yeux sur les documents, puis les releva vers moi avec un regret sincère dans les yeux. Je crains que non, Madame Chevalier. Il n'y a aucun legs spécifique à votre nom dans ce document. Le silence qui suivit fut assourdissant. La poigne de Clément sur mon épaule se resserra de manière protectrice. C'est scandaleux, murmura-t-il. Jonathan n'aurait jamais quoi? La voix de Nathalie trancha l'air comme une lame. Elle se leva de son fauteuil, une vision de deuil élégant, mais ses yeux brillaient de quelque chose qui ressemblait étrangement à de la satisfaction. Mon mari savait très bien ce qu'il faisait. Le testament parle de lui-même. Elle se tourna directement vers moi, ses traits parfaits arrangés en un fac-similé de compassion qui n'atteignait pas ses yeux. Victoria, je comprends que cela doit être décevant pour vous. Peut-être que Jonathan a supposé que je m'occuperais de vos besoins volontairement. Les enfants, réussis-je à dire, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Je ne me soucie que de continuer à faire partie de leur vie. Quelque chose se durcit dans l'expression de Nathalie. À ce sujet, dit-elle, son ton se refroidissant considérablement. Comme maître Fournier vient de le lire, j'ai une entière discrétion sur l'éducation des enfants. Nous déménagerons en Californie le mois prochain. Un nouveau départ et tout ça. Mais je pourrai sûrement leur rendre visite, insistai-je, la panique montant dans ma poitrine. Ou ils pourraient rester avec moi pendant les vacances scolaires. Jonathan aurait voulu. Ce que Jonathan aurait voulu, interrompit sèchement Nathalie, est clairement indiqué dans son testament. Mes enfants ont besoin de stabilité maintenant, pas d'être ballottés d'un endroit à l'autre. Elle ajouta, sa voix baissant jusqu'à un murmure cruel alors qu'elle se penchait plus près de moi. Votre vie s'est terminée avec la sienne, Victoria. Vous n'êtes plus rien pour nous maintenant. Rien. Des halètements dans la pièce me dirent que d'autres avaient entendu ces paroles vicieuses. Clément se leva brusquement, le visage rouge de colère. Comment osez-vous lui parler de cette façon? Nathalie se redressa, lissant sa robe de ses mains manucurées. Je pense que cette explosion émotionnelle démontre exactement pourquoi les enfants ont besoin de protection contre les influences déstabilisatrices. Elle fit un signe de tête à un agent de sécurité qui se tenait près de la porte. Veuillez escorter Madame Chevalier hors des lieux. Elle est clairement trop bouleversée pour rester. L'agent de sécurité, un jeune homme qui semblait profondément mal à l'aise avec sa mission, fit un pas hésitant en avant. Vous ne pouvez pas faire ça, protestai-je en me levant chancelante sur mes pieds. Mark, Emma. Les enfants me regardèrent avec de grands yeux effrayés, mais restèrent figés à côté de leur mère. Le visage de Mark était un masque de confusion et de détresse, tandis que des larmes commençaient à couler sur les joues d'Emma. Elle fit un petit mouvement vers moi, mais la main de Nathalie se serra fermement sur son épaule une fois de plus. C'est toujours ma maison, dit froidement Nathalie. Et vous n'êtes plus la bienvenue ici. L'humiliation brûlait aussi fort que le chagrin, être expulsée de la réception funéraire de mon propre fils devant des collègues et des amis de la famille, traitée comme une intruse indésirable plutôt que comme une mère en deuil. Attendez, la voix de maître Fournier coupa le chaos. Il était toujours debout à l'estrade, mais maintenant il levait la main, son expression grave. Il y a une dernière section du testament que je n'ai pas encore lue. Nathalie se tourna vers lui, l'irritation traversant ses traits parfaits. De quoi parlez-vous? Le testament est terminé. Pas tout à fait, répondit maître Fournier, ajustant ses lunettes en se tournant vers la dernière page. Il y a une clause finale que Jonathan a ajoutée en privé 3 mois avant sa mort. La pièce devint absolument silencieuse. Même le tonnerre au dehors semblait faire une pause en anticipation. La clause se lit comme suit, poursuivit maître Fournier, sa voix plus forte maintenant. Dans le cas où ma femme, Nathalie Dubois-Chevalier, tenterait à tout moment de séparer ma mère, Victoria Chevalier, de nos enfants, ou si elle faisait preuve de mépris, de cruauté ou de manque de respect envers ma mère, ce testament sera rendu nul et non avenu, et une distribution alternative prendra effet immédiatement. Le visage de Nathalie se figea d'incrédulité. Quoi? C'est impossible. J'étais avec lui quand il a signé le testament. Il n'y avait pas de telle clause. Comme je l'ai dit, répondit calmement maître Fournier, cela a été ajouté en privé avec moi-même et 2 associés de mon cabinet comme témoins. Jonathan a spécifiquement demandé que cette section reste scellée jusqu'à la fin de la lecture initiale. Il tourna la page et continua à lire. Dans de telles circonstances, la distribution sera la suivante. 80% de l'intégralité de ma succession reviendront directement à ma mère, Victoria Chevalier, tandis que 20% resteront à Nathalie Dubois-Chevalier. De plus, la garde conjointe de mes enfants sera légalement établie entre ma femme et ma mère, aucune n'ayant le droit de déménager les enfants sans le consentement exprès de l'autre.
Au moment où maître Fournier prononça mon nom, je vis les mains de Nathalie commencer à trembler violemment, son visage se vidant de toute couleur. Elle s'agrippa au dossier du fauteuil de Jonathan pour se soutenir, ses jointures blanchissant contre le cuir sombre. « Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être légal, » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Je vais le contester. »« Vous êtes libre d'essayer, » répondit maître Fournier en refermant le dossier avec finalité. « Mais je dois vous informer que Jonathan a enregistré vos commentaires ici aujourd'hui, ainsi que plusieurs incidents précédents. La condition spécifique a déjà été déclenchée par vos propres paroles et actions. » Il sortit de sa mallette un petit enregistreur numérique. En présence de témoins, vous avez déclaré, et je cite, « Votre vie s'est terminée avec la sienne, Victoria. Vous n'êtes plus rien pour nous maintenant. » Ceci constitue un manque de respect manifeste et une tentative explicite de séparer Madame Chevalier de ses petits-enfants. Nathalie se jeta sur maître Fournier, son sang-froid complètement brisé. « Donnez-moi ça, vieil imbécile manipulateur. » Clement S. interposa, esse grande silhouette Louis Barrant le chemin. Ça suffit, Nathalie. Or, demande chemin. Elle tenta de le pousser, ses talons de créateur vacillant sur le tapis perçant. C'est ma maison, mon héritage. Plus maintenant, déclara calmement maître Fournier, se retirant derrière le bureau en acajou où Jonathan avait passé d'innombrables nuits tardives à bâtir son empire. Et techniquement, Madame Chevalier, il n'a jamais été entièrement à vous. Jonathan avait anticipé cette réaction. Je restais figé dans mon fauteuil, le choc me rendant presque incapable de bouger. 80% de la fortune de Jonathan, plus de 33 millions d'euros, m'appartenait désormais. La garde conjointe des enfants. Cela semblait incompréhensible, comme quelque chose sorti d'un feuilleton télévisé plutôt que de ma vie calme et prévisible. Nathalie se retourna, pointant un doigt accusateur vers moi. « Vous saviez, n'est-ce pas? Vous et Jonathan avez comploté dans mon dos. » « Je n'en avais aucune idée, » répondis-je sincèrement, retrouvant enfin ma voix. « Jonathan ne m'en a jamais parlé. » Menteuse. Elle se décomposait maintenant, son calme parfait se désintégrant à chaque seconde. « Vous m'avez toujours détesté, toujours pensé que je n'étais pas assez bien pour votre précieux fils. » Marc s'était placé protecteur à côté de sa sœur, son jeune visage crispé par la confusion et la détresse. « Maman, s'il te plaît, arrête de crier. Tu fais peur à Emma. » La vue de mon petit-fils, si jeune et pourtant s'efforçant d'être courageux, brisa ma paralysie. Je me levai de mon fauteuil et traversai la pièce jusqu'aux enfants, m'agenouillant devant eux malgré la protestation de mes genoux vieillissants. « Tout va bien se passer, promis-je en ouvrant mes bras. » Emma se libéra de l'emprise relâchée de sa mère et se jeta dans mes bras, son petit corps secoué de sanglots. Marc n'hésita qu'un instant avant de nous rejoindre, ses bras s'enroulant autour de sa sœur et de moi. En tenant mes petits-enfants, les enfants de Jonathan, je regardais Nathalie par-dessus leur tête. Son monde si soigneusement construit venait d'imploser, la laissant debout au milieu des ruines de ses plans et de ses prétentions. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle avait l'air vraiment vulnérable, choquée, effrayée et complètement perdue. À cet instant, malgré tout, je ressentis une lueur de pitié pour elle, mais elle fut rapidement éteinte par le souvenir de ses paroles cruelles et la connaissance de ce qu'elle avait prévu pour moi, une vie sans les enfants, sans aucun lien avec la famille que j'aimais. « Nous avons beaucoup de choses à discuter, » dit maître Fournier, brisant le silence chargé. « Il serait peut-être préférable que les enfants soient emmenés dans un endroit plus calme pendant que nous réglons les détails. » Alors que la nounou emmenait Marc et Emma hors de la pièce, leurs regards réticents vers moi remplis de confusion et d'espoir, je redressai les épaules et me préparai à affronter la suite. Jonathan, mon fils brillant et prévoyant, avait d'une manière ou d'une autre anticipé ce scénario exact et m'avait protégé d'outre-tombe. Maintenant, c'était à mon tour d'être forte pour lui, pour les enfants et pour moi-même. La porte du bureau se referma derrière les enfants avec un léger déclic qui sembla ponctuer le moment, divisant ma vie en un avant et un après clair. Clément restait protecteur à mes côtés tandis que Nathalie arpentait la pièce comme un animal en cage, son sang-froid complètement brisé. « Je veux voir le document, » exigea-t-elle, passant des doigts parfaitement manucurés dans ses cheveux, défaisant leur arrangement soigné. « Je veux voir cette prétendue clause secrète de mes propres yeux. » Maître Fournier hocha la tête, faisant glisser les papiers sur le bureau en acajou poli. « Je vous en prie. » Nathalie les attrapa, ses yeux parcourant frénétiquement les pages. Je regardai son expression passer de l'incrédulité à l'horreur, puis à une fureur froide qui transforma ses beaux traits en quelque chose de presque méconnaissable. « C'est la signature de Jonathan, » concéda-t-elle finalement, la voix tendue. « Mais peu importe. Je vais le contester. Aucun tribunal ne confirmera un codicille secret conçu pour me piéger. » « Je n'en serais pas si certain, » répondit maître Fournier, son calme contrastant fortement avec la frénésie de Nathalie. « Jonathan a été très méticuleux.
Non seulement il a enregistré plusieurs exemples de vos intentions déclarées concernant sa mère, mais il a également documenté vos communications avec des agents immobiliers en Californie remontant à 6 mois, des communications que vous lui avez délibérément cachées, si je puis me permettre. La tête de Nathalie se redressa brusquement. Il m'espionnait. Il protégeait sa famille, corrigea Maître Fournier. Toute sa famille, y compris sa mère. Il y a autre chose que vous devriez voir. Il ouvrit son ordinateur portable et le tourna vers nous. Jonathan a enregistré cette déclaration vidéo pour accompagner le testament révisé. Mon cœur se serra douloureusement alors que le visage de Jonathan apparaissait à l'écran. Sane, vibrant. Ses yeux bleus, sérieux mais clairs, enregistrés quelques mois seulement avant que l'anévrisme ne l'emporte. Je tendis involontairement la main, mes doigts planant juste au-dessus de l'écran comme si je pouvais d'une manière ou d'une autre le toucher à travers la barrière du temps et de la mort. Si vous regardez ceci, commença Jonathan, sa voix stable, c'est que quelque chose m'est arrivé et que certains événements se sont produits lors de la lecture de mon testament. Nathalie s'effondra dans un fauteuil, les yeux fixés sur l'image de son mari. Nathalie, poursuivit Jonathan en s'adressant directement à elle. Si tu vois ceci, cela signifie que tu as fait exactement ce que je craignais que tu fasses. Tu as tenté de couper ma mère de la vie de nos enfants. J'ai observé comment tu l'as subtilement éloignée au fil des ans, trouvant des excuses pour les visites manquées, des conflits d'horaires pour les événements familiaux, dénigrant ses opinions sur l'éducation des enfants. Chaque mot frappait comme un coup physique, pas seulement pour Nathalie, mais pour moi aussi. J'avais remarqué ces schémas, mais j'avais toujours douté de moi-même, me demandant si j'étais trop sensible ou si j'imaginais des affronts qui n'existaient pas. Entendre Jonathan confirmer que c'était délibéré, systématique, validait des années de blessures tout en me brisant le cœur qu'il l'ait vu se produire sans jamais l'affronter directement. J'ai enregistré de nombreux exemples, poursuivit Jonathan, y compris des conversations dans lesquelles tu as explicitement déclaré ton intention d'être enfin libre de son ingérence une fois que tu aurais le contrôle de la succession. J'avais espéré que tu me prouverais le contraire. J'avais espéré qu'en cas de ma mort, le chagrin adoucirait ton cœur. Clairement, je me suis trompée. Le visage de Nathalie était devenu cendré. Éteignez ça, murmura-t-elle. Maître Fournier à l'ignora. Maman. Jonathan tourna légèrement son regard, comme s'il me regardait directement. Je sais que cela doit être accablant pour toi. Tu ne t'es jamais soucié de l'argent ou du statut, seulement de la famille. C'est pourquoi je te confie la majeure partie de ma succession, non pas parce que je pense que tu la veux, mais parce que je sais que tu l'utiliseras pour protéger ce qui compte le plus, Marc et Emma. Les larmes brouillèrent ma vision. Même d'outre-tombe, mon fils me comprenait parfaitement. Les termes sont simples, poursuivit Jonathan. 80% de tout ce que je possède appartiennent maintenant à ma mère. Les 20% restants vont à Nathalie. La garde conjointe des enfants est non négociable. Si Nathalie conteste cela, des documents supplémentaires seront soumis au tribunal démontrant son inaptitude en tant que tutrice unique. Cela inclut des preuves de sa liaison avec Julien Renaud, directeur financier de Rivaltech, qui a commencé il y a 6 mois. Nathalie émit un son étranglé. Comment a-t-il? Je sais depuis des mois, dit Jonathan, répondant à sa question inachevée. J'ai engagé un détective privé quand j'ai eu mes premiers soupçons. Les preuves sont complètes et seraient profondément embarrassantes pour toi professionnellement et personnellement si elles étaient rendues publiques. Je te suggère d'accepter les termes du testament révisé sans contestation. Une liaison. La révélation me frappa avec une force surprenante. Je n'avais jamais imaginé Nathalie capable d'une telle trahison. Son image si soigneusement cultivée de femme et de mère parfaite, son apparente dévotion à Jonathan, tout cela n'était qu'une façade dissimulant des secrets et des tromperies que je n'aurais pas pu imaginer. La vidéo continua pendant plusieurs minutes, Jonathan exposant des dispositions spécifiques pour l'éducation et les soins des enfants. Quand elle se termina enfin, le silence dans la pièce fut absolu, rompu seulement par le grondement lointain du tonnerre au dehors. Maître Fournier ferma l'ordinateur portable. Il y a des copies de tous. Les documents, y compris la vidéo, dans des endroits sécurisés. Jonathan a été très méticuleux. Je regardais Nathalie, m'attendant à plus de rage, plus de menaces. Au lieu de cela, je la trouvais fixant vaguement l'écran sombre de l'ordinateur, toute combativité soudainement drainée de son corps. Pour la première fois, je la vis non pas comme la femme polie et calculatrice qui m'avait toujours intimidée, mais comme quelqu'un de brisé, une femme qui avait tout misé et tout perdu. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Clement, brisant le silence. Maintenant, répondit Maître Fournier en rassemblant ses papiers, les actifs seront transférés conformément au testament révisé. Je suggère que Madame Chevalier et Madame Dubois-Chevalier retiennent chacune un avocat distinct pour négocier les détails de l'arrangement de garde conjointe. Je me levai de ma chaise sur des jambes instables, assimilant encore l'énormité de ce qui venait de se produire. En un seul après-midi, j'avais perdu mon fils, failli perdre mes petits-enfants et étais devenu multimillionnaire. Rien de tout cela ne semblait réel. Nathalie,
dis-je doucement en m'approchant de sa chaise. Indépendamment de ce qui s'est passé, nous aimons toutes les deux ces enfants. Pour leur bien, nous devons trouver un moyen d'avancer. Elle leva les yeux vers moi, son mascara coulant sous des yeux qui contenaient maintenant quelque chose que je n'y avais jamais vu auparavant, la défaite. Vous avez gagné, Victoria, dit-elle d'un ton plat. Que voulez-vous de plus de moi? Il ne s'agit pas de gagner, répondis-je. Il s'agit de ce que Jonathan voulait pour ses enfants, que nous soyons toutes les deux dans leur vie. Elle rit amèrement. Toujours assez noble. Pas étonnant que Jonathan vous adorait. La mère parfaite, la boussole morale parfaite. Sa voix dégoulinait de ressentiment. Avez-vous la moindre idée de ce que c'est que de rivaliser avec une sainte? De savoir que peu importe ce que je faisais, je ne serais jamais à la hauteur de la femme qui l'a élevée. L'honnêteté brute de ses paroles me prit au dépourvu. Durant toutes nos années de civilité soigneusement entretenues, c'était la première émotion sincère qu'elle m'ait jamais montrée. Je n'ai jamais vu ça comme une compétition, dis-je doucement. Bien sûr que non. Vous n'aviez pas à le faire. Elle se détourna, les épaules affaissées. Partez. Prenez votre victoire et partez. Nos avocats régleront les détails. Alors que je me dirigeais vers la porte, avec l'intention de trouver Mark et Emma, la voix de Nathalie m'arrêta. Il travaillait trop dur, dit-elle soudainement. Ces derniers mois, quelque chose n'allait pas, mais il ne voulait pas en parler. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose sur sa santé? Je me retournai, surprise par la question. Non, il semblait aller bien quand je l'ai vu au dîner du dimanche 2 semaines auparavant. Avant que ça n'arrive. Elle hocha lentement la tête, comme pour se confirmer quelque chose. Il nous cachait des secrets à toutes les deux, on dirait. Il y avait quelque chose dans son ton, une pointe de connaissance ou de suspicion au-delà de ce qui avait été révélé, qui me fit me demander ce que Jonathan aurait pu nous cacher d'autre à toutes les deux. Mais avant que je puisse l'interroger davantage, la porte s'ouvrit et Marc apparut, son jeune visage solennel. « Mamie, est-ce qu'on peut rentrer à la maison avec toi ce soir ?» demanda-t-il, sa voix petite mais déterminée. « Emma n'arrête pas de pleurer et elle dit qu'elle veut rester avec toi. »« À la maison ?» Le mot flotta dans l'air entre nous. Mon modeste appartement de 3 pièces n'était guère équipé pour 2 enfants, mais le besoin dans les yeux de Marc, l'appel silencieux à la stabilité au milieu du chaos qui avait englouti leur monde, rendait de telles préoccupations pratiques triviales. « Bien sûr que vous pouvez, mon chéri, l'assurai-je. Si ta mère est d'accord. » Nous nous tournâmes toutes les deux vers Nathalie, qui restait affalée dans sa chaise, la défaite inscrite dans chaque ligne de son corps. « Bien, marmonna-t-elle sans nous regarder. Prenez-les. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » En quittant le bureau avec la main de Marc fermement dans la mienne, je jetai un dernier regard en arrière vers Nathalie. Malgré tout, sa cruauté, sa tromperie, ses plans pour me séparer de mes petits-enfants, je ne pus m'empêcher de ressentir une lueur de compassion pour elle. Elle avait perdu son mari, sa sécurité financière, et maintenant, au moins temporairement, ses enfants. Mais toute sympathie était tempérée par la connaissance de ce qu'elle avait prévu pour moi, une vie d'isolement, coupée de la seule famille qui me restait. Jonathan avait vu clair dans ses machinations et m'avait protégé d'outre-tombe. Il était maintenant de ma responsabilité d'honorer sa confiance en moi, de devenir non seulement la grand-mère dont ses enfants avaient besoin, mais aussi une gardienne de leur avenir et de son héritage. En entrant dans le couloir où Emma attendait avec sa petite valise déjà prête, je redressai les épaules contre le poids de tout ce qui avait changé. Le chagrin de la perte de Jonathan restait une douleur sourde dans ma poitrine, mais à côté de lui grandissait une nouvelle résolution. Quoi qu'il arrive, je l'affronterai avec la force que Jonathan avait toujours cru que je possédais. Le lendemain matin se leva gris et maussade, correspondant à mon état d'épuisement après une nuit de sommeil agité, ponctué par les cauchemars d'Emma. Mon appartement, normalement si familier et réconfortant, semblait étrange avec l'ajout de 2 petits occupants qui avaient transformé mon espace ordonné du jour au lendemain. Marc était recroquevillé sur mon canapé-lit, dormant enfin profondément après des heures de veille silencieuse sur sa sœur. Emma s'était finalement installée dans mon lit, son visage taché de larmes enfin paisible, sa petite main serrant le lapin en peluche que j'avais sorti d'une boîte de rangement, un jouet qui avait appartenu à Jonathan. Je me déplaçai silencieusement vers la cuisine, en faisant attention de ne pas les réveiller. Alors que je préparais le café, mes mains tremblaient légèrement. Les événements de la veille semblaient encore surréalistes à la lumière du matin. Jonathan était parti. J'étais soudainement riche au-delà de l'imagination, et je partageais désormais la garde de 2 enfants traumatisés dont la mère pourrait me combattre pour chaque centimètre de terrain. Le téléphone sonna, me surprenant. Je répondis rapidement avant qu'il ne puisse réveiller les enfants. « Madame Chevalier !» Une voix de femme, nette et professionnelle, me salua. « C'est Amanda et du cabinet Fournier et Associés. Maître Fournier m'a demandé de vous appeler pour fixer un rendez-vous avec vous ce matin afin de commencer le processus de transfert des actifs. 10 heures vous conviendrait-il ?» Les aspects pratiques s'imposèrent, transfert d'actifs, documents juridiques, décisions financières que je n'avais aucune expérience à prendre. Les enfants,
Commençai-je en jetant un coup d'œil vers le salon. Je n'ai personne pour. Maître Fournier a anticipé cette préoccupation, m'interrompit doucement Madame A. Nous avons pris des dispositions pour que Madame Pâtissier, la nounou habituelle des enfants, vous rejoigne à votre appartement à 9h30, si cela vous convient. La prévoyance de Jonathan s'étendait même au-delà de la tombe, semblait-il. Oui, ce serait parfait. Merci. Après avoir raccroché, je restai immobile au milieu de ma cuisine, submergé par l'ampleur du changement qui déferlait sur ma vie. Il y a à peine 3 jours, j'étais une professeure de français à la retraite vivant d'une modeste pension. Mes plus grandes préoccupations étaient de savoir quel livre recommander à mon club de lecture et si mes rosiers survivraient à un gel précoce. Mamie, la voix de Marc me tira de mes pensées. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, les cheveux ébouriffés par le sommeil, l'air plus jeune que ses 10 ans. Il y a du petit déjeuner? La simple question pratique mi ramena sur terra. Les enfants avaient besoin de routine, de normalité, surtout au milieu du chaos. Bien sûr, mon chéri. Qu'adorais tu de crêpes? Ton père a toujours adoré mes crêpes aux myrtilles quand il avait ton âge. Son visage s'éclaira légèrement. Avec un supplément de myrtilles. Absolument. Alors que je rassemblais les ingrédients, Marc se percha sur un tabouret de mon petit îlot de cuisine, observant avec cette concentration intense qui me rappelait en Jonathan enfant. On va vivre avec toi maintenant? Demanda-t-il soudainement, sa voix soigneusement neutre, de cette manière qu'ont les enfants lorsqu'ils essaient d'être courageux. Je mesurai la farine, gagnant du temps pour formuler une réponse qui n'ajouterait pas à son incertitude. Pas exactement. Ton père a arrangé les choses pour que nous partagions du temps avec vous, ta mère et moi. Donc, vous passerez du temps chez elle et du temps ici avec moi. Mais on ne déménage pas en Californie. Non, l'assurai-je, me souvenant des termes explicites du testament. Pas à moins que ta mère et moi soyons d'accord que ce serait le mieux pour vous, ce que je ne pense pas arrivera. Il hocha la tête, absorbant cela. Papa savait que maman allait essayer de nous éloigner de toi, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a fait cette partie spéciale du testament. La perspicacité des enfants ne cessait de m'étonner. Ton père voulait s'assurer que toi et Emma nous auriez toutes les deux dans votre vie. Même si maman et toi ne vous aimez pas. J'ai failli laisser tomber le saladier. Marc, qu'est-ce qui te fait dire ça? Il me lança un regard bien trop savant pour son âge. Maman a toujours ce sourire crispé quand tu viens nous voir. Et elle fait ses commentaires après ton départ sur tes vêtements, ton appartement, ou comment tu interfères avec notre emploi du temps. Mon cœur assez Sarah. J'avais toujours pris soin de ne jamais parler négativement de Nathalie devant les enfants, supposant qu'elle m'accordait la même courtoisie. Clairement, je m'étais trompée. Parfois, les adultes ont des relations compliquées, dis-je prudemment. Mais cela ne veut pas dire que nous ne vous aimons pas toutes les deux très fort. Avant qu'il ne puisse répondre, une Emma endormie entra, serrant le lapin en peluche. Je sens les crêpes. Le moment des vérités difficiles passa alors que je tournais mon attention vers le repas de mes petits-enfants, établissant un semblant de normalité dans un monde bouleversé. Madame Pâtissier arriva précisément à 9h30, une femme compétente et au visage bienveillant, la cinquantaine, qui salua les enfants avec une chaleur sincère. Elle leur apporta des vêtements propres et des articles de toilette, emballés à la hâte de leur chambre dans la maison principale. Madame Chevalier m'a demandé de vous donner ceci, dit-elle doucement, me tendant une enveloppe une fois que les enfants furent occupés avec leur sac à dos. À l'intérieur se trouvait une brève note dactylographiée. J'ai demandé à Madame Pâtissier de rester avec les enfants à votre appartement jusqu'à ce que nous trouvions un arrangement plus permanent. Mon avocat contactera le vôtre demain. N'essayez pas de me contacter directement. Natalie. Aucune mention de quand elle voulait voir ses enfants. Aucune question sur leur bien-être après les événements traumatisants de la veille. La froideur de la note me glaça. A-t-elle demandé des nouvelles des enfants? Demandai-je doucement à Madame Pâtissier. Une lueur de quelque chose, de la désapprobation peut-être, traversa le visage de la nounou. Elle a demandé s'ils étaient en sécurité et convenablement logés. Je l'ai assuré qu'ils l'étaient. L'insuffisance flagrante de l'inquiétude de Nathalie me mit plus en colère que sa cruauté de la veille. C'étaient ses enfants. Des enfants qui venaient de perdre leur père et d'assister à l'effondrement public de leur mère. Ils méritaient plus que des demandes cliniques sur leur sécurité physique. À contre-cœur, je l'ai laissé entre les mains compétentes de Madame Pâtissier et pris un taxi pour les bureaux de Fournier et Associés, l'esprit rempli de questions et d'inquiétudes. Les bureaux d'avocats occupaient le dernier étage d'un immeuble étincelant du centre-ville, le décor évoquant l'argent ancien et le pouvoir établi. Maître Fournier me salua personnellement, me faisant entrer dans une salle de conférence où 3 autres personnes attendaient, un conseiller financier, un comptable et un autre avocat spécialisé en droit des successions. Madame Chevalier, commença Maître Fournier une fois les présentations faites. Je sais que c'est accablant, mais nous devons agir rapidement pour sécuriser les actifs avant que Madame Dubois-Chevalier ne puisse tenter d'y accéder ou de les déplacer. A-t-elle essayé? Demandai-je, alarmé par l'urgence dans son ton.
Elle a appelé le directeur financier de l'entreprise à 6 heures du matin aujourd'hui pour tenter d'autoriser un virement de 5 millions d'euros vers un compte privé, confirma-t-il sombrement. Heureusement, il avait déjà été informé des dispositions du testament et a refusé la transaction. Ce geste désespéré me surprit. Nathalie tentait-elle de cacher des actifs, ou simplement de sécuriser ce qu'elle considérait comme sa juste part avant qu'on ne puisse la lui prendre? De quoi avez-vous besoin de moi? Demandai-je en me redressant sur ma chaise. Pendant les 2 heures suivantes, je signai des documents, fournis des pièces d'identité, créai de nouveaux comptes et autorisai des changements qui me donnèrent le vertige. Les chiffres en jeu semblaient abstraits, irréels. Des millions d'actifs liquides, des valeurs immobilières, des options sur actions, des droits de propriété intellectuelle que Jonathan avait minutieusement bâtis au fil des années d'innovation et d'investissement stratégique, maintenant substantiellement les miens à gérer. La préoccupation la plus pressante, dit Mélissa Kahn, la conseillère financière au regard perçant, est Innovatech Chevalier elle-même. Vous possédez maintenant 80% d'une entreprise évaluée à plus de 40 millions d'euros, mais vous ne savez rien de sa gestion. Nous devons établir votre rôle et votre autorité immédiatement avant que le conseil d'administration ne tente de prendre le contrôle dans ce vide de pouvoir. Je ne veux pas diriger l'entreprise, protestai-je. Je suis une professeure de français à la retraite, pas une directrice de technologie. Personne ne s'attend à ce que vous développiez des logiciels ou preniez des décisions techniques, m'assura Maître Fournier. Mais en tant qu'actionnaire majoritaire, vous devez établir une surveillance claire pour protéger vos intérêts et l'héritage de Jonathan. Alors qu'ils exposaient les options pour les structures de gestion et la représentation au conseil d'administration, une étrange clarté commença à émerger de mon brouillard de chagrin et de confusion. Jonathan ne m'avait pas seulement laissé de l'argent. Il m'avait laissé la responsabilité de ses enfants, oui, mais aussi de l'entreprise qu'il avait bâtie, des employés qui en dépendaient, des innovations auxquelles il croyait. Je veux tout comprendre, dis-je soudainement, interrompant une explication technique sur les actions avec droit de vote. Pas seulement signer là où vous me dites de signer. Je dois comprendre ce que Jonathan a construit, comment ça marche, ce qui est en jeu. La surprise se lut sur leur visage, rapidement remplacée par quelque chose qui ressemblait à du respect. Cela prendra du temps, Madame Chevalier, dit prudemment Maître Fournier. Alors nous ferions mieux de commencer, répondis-je avec une fermeté qui me surprit même moi. Jonathan croyait que je pouvais gérer ça. Je ne vais pas lui donner tort. Alors que la réunion se poursuivait avec une concentration et une profondeur renouvelées, je sentis quelque chose s'agiter en moi, une force que je ne me connaissais pas, s'éveillant juste au moment où elle était le plus nécessaire. La femme douce et arrangeante qui s'était tenue silencieusement sous la pluie aux funérailles de son fils la veille avait disparu, remplacée par quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait des promesses à tenir et des batailles à mener pour Jonathan, pour Marc et Emma, et peut-être enfin, pour moi-même. Mamie, est-ce que ça va vraiment être notre nouvelle maison? Les yeux d'Emma étaient grands ouverts alors qu'elle tourbillonnait au centre du salon spacieux, ses petits pieds glissant sur le parquet poli. 2 semaines s'étaient écoulées depuis les funérailles. 2 semaines de changements vertigineux et de décisions difficiles. C'est une option, répondis-je prudemment, en regardant Marc explorer méthodiquement la pièce, examinant les étagères encastrées et testant les loquets des fenêtres avec l'attention analytique de son père pour les détails. Qu'en pensez-vous? La maison de style Meulière se trouvait sur un terrain d'1 hectare à seulement 15 minutes de l'école des enfants. Ses proportions gracieuses et son architecture classique contrastaient fortement avec mon modeste appartement, mais étaient moins ostentatoires que le manoir moderniste que Nathalie avait choisi avec Jonathan. Plus important encore, elle n'était qu'à 10 minutes de la maison principale, rendant les transitions entre nos foyers aussi fluides que possible pour les enfants. Elle a une bonne structure, déclara Marc, faisant écho à une phrase que Jonathan utilisait souvent pour évaluer les propriétés. Et le jardin est assez grand pour une vraie cabane dans les arbres. Je veux que ma chambre soit violette, annonça Emma, ayant déjà revendiqué la chambre avec le siège de fenêtre donnant sur le jardin, avec des étoiles au plafond comme à la maison. À la maison, le mot flotta dans l'air entre nous. Ces 2 dernières semaines, mon appartement avait servi de sanctuaire temporaire, mais ses quartiers exigus et son cadre urbain étaient mal adaptés à 2 enfants actifs habitués à l'espace et aux privilèges. Pourtant, acheter cette maison, s'engager dans cette nouvelle réalité où je n'étais plus seulement une grand-mère en visite, mais un parent principal avec la garde conjointe, me semblait capital. On verra, dis-je en éludant, ne voulant pas faire de promesses que je ne pourrais pas tenir. La promesse de vente était déjà rédigée, le financement approuvé grâce à ma richesse nouvellement acquise. Mais la prudence était devenue mon mot d'ordre depuis le jour où mon monde avait basculé. Mon téléphone vibra avec un SMS de Clément, qui attendait dehors avec l'agent immobilier. Nathalie vient d'arriver. On dirait qu'elle a reçu ton message. Mon rythme cardiaque s'accéléra. J'avais invité Nathalie à visiter la maison avant de faire une offre, un geste de collaboration que mon avocat avait déconseillé, mais qui me semblait nécessaire pour la paix fragile que nous tentions de construire. Les enfants, appelai-je, en gardant ma voix délibérément légère. Votre mère est là.
Pourquoi ne lui montrez-vous pas vos parties préférées de la maison? Ils coururent vers la porte d'entrée juste au moment où Nathalie entrait, impeccable comme toujours, dans un tailleur pantalon crème qui soulignait sa silhouette élancée. Ces dernières semaines n'avaient laissé aucune marque visible sur elle, aucune ombre sous ses yeux, aucune tension autour de sa bouche pour suggérer les batailles juridiques et les négociations financières qui avaient consumé nos journées. Maman. Emma se lança en avant, enlaçant la taille de Nathalie de ses bras. Marc suivit plus calmement, son salut réservé mais sincère. Quelque chose vacilla sur les traits parfaits de Nathalie alors qu'elle étreignait ses enfants. Du soulagement, peut-être, ou un adoucissement que je voyais rarement. En elle. Puis ses yeux rencontrèrent les miens par-dessus la tête d'Emma, et la froideur familière revint. « C'est joli », dit-elle, son regard balayant le hall d'entrée avec une évaluation exercée. Traditionnel, sûr, très vous. J'avais appris à reconnaître les pics subtils sous ses commentaires apparemment neutres. Très vous signifiait prévisible, sans imagination, démodé. Mais je laissais passer, ne voulant pas créer de tension devant les enfants. Le bus scolaire s'arrête au coin de la rue, proposez jeux à la place. Et il y a un sous-sol aménagé qui ferait une parfaite salle de jeu pour les jours de pluie. Alors que les enfants entraînaient Nathalie de pièce en pièce, montrant avec enthousiasme les caractéristiques qui avaient captivé leur imagination, je l'observais attentivement. Malgré la façade civile que nous maintenions lors des échanges des enfants, c'était notre première interaction substantielle depuis la lecture du Testament. Lorsque les enfants disparurent à l'étage pour explorer à nouveau, Nathalie se tourna vers moi, sa voix basse et contrôlée. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous savez. La maison des Yvelines a beaucoup de place. Les enfants pourraient y rester avec moi, et vous pourriez venir leur rendre visite quand vous le voudriez. » L'offre, présentée comme de la générosité, était en fait une manœuvre pour le contrôle, une tentative de me reléguer à nouveau au rôle de grand-mère en visite plutôt que de tutrice égale. Jonathan voulait la garde conjointe, répondis-je simplement. Cela signifie 2 maisons, 2 ensembles égaux de droits et de responsabilités. Sa mâchoire parfaite se contracta presque imperceptiblement. C'est de ça qu'il s'agit? Suivre les souhaits de Jonathan à la lettre, jouer la mère dévouée même dans sa mort. L'accusation me piqua, en partie parce qu'elle contenait un grain de vérité. J'avais passé ma vie à essayer d'être ce dont Jonathan avait besoin, d'abord en tant que mère célibataire, déterminée à lui donner toutes les opportunités, puis en tant que figure de soutien en arrière-plan de son succès d'adulte. Mais c'était différent. Il s'agit de Marc et Emma, dis-je doucement. De leur donner de la stabilité et de la cohérence après avoir perdu leur père. Et l'entreprise, rétorqua-t-elle. Prendre le contrôle d'Innovatech Chevalier, c'est aussi pour les enfants, ou est-ce pour prouver quelque chose? Les nouvelles de mes activités chez Innovatech Chevalier l'avaient clairement atteinte. Au cours des 2 dernières semaines, j'avais rencontré l'équipe de direction, visité les installations et commencé une formation intensive sur les produits et la position sur le marché de l'entreprise. Je n'avais pas encore fait de changements spectaculaires, mais ma présence et le pouvoir que je détenais désormais en tant qu'actionnaire majoritaire avaient envoyé des ondes de choc à travers la structure de l'entreprise. L'entreprise est l'héritage de Jonathan, répondis-je. J'apprends ce que je dois savoir pour le protéger. Pour quelqu'un qui prétendait ne pas se soucier de l'argent, vous avez certainement adopté votre nouvelle richesse rapidement, observa-t-elle, son ton délibérément désinvolte alors qu'elle examinait une moulure complexe le long du plafond. La maison, la supervision de l'entreprise, les conseillers financiers privés, ça vous va mieux que je ne l'aurais cru. La tentative subtile de me faire honte d'utiliser les ressources que Jonathan m'avait laissées était transparente mais efficace. Je sentis une rougeur monter à mes joues, une vie de frugalité et de vie modeste me rendant momentanément sur la défensive quant à mes récentes décisions. Mais je me souvins alors des mots de Maître Fournier lors d'une de nos nombreuses réunions. Jonathan ne vous a pas laissé la richesse comme un luxe, Madame Chevalier. Il vous l'a laissé comme un outil, un moyen de protéger ce qui comptait pour lui. Jonathan m'a fait confiance, dis-je, la regardant droit dans les yeux, avec ses enfants. Et avec son entreprise. Je ne m'excuserai pas d'honorer cette confiance. Quelque chose changea dans son expression, un éclair de respect, peut-être, ou simplement de la surprise face à ma franchise. Avant qu'elle ne puisse répondre, les enfants descendirent les escaliers en trombe. « Maman, il y a un passage secret entre 2 des chambres » s'exclama Marc, sa réserve habituelle oubliée dans l'excitation. « Enfin, pas vraiment secret. C'est une salle de bain partagée avec des portes des 2 côtés, mais Emma et moi pourrions l'utiliser pour nous rendre visite après l'heure du coucher. Est-ce que ça va être notre maison quand on sera avec mamie ?» demanda Emma, nous regardant tour à tour avec cette perception étrange que les enfants affichent souvent lors des conflits parentaux. Nathalie hésita, ses mains parfaitement manucurées lissant un pli invisible de son pantalon. Puis, avec ce qui sembla être un effort sincère, elle adoucit sa voix. « On dirait que mamie a trouvé un endroit charmant pour que vous restiez quand vous êtes avec elle. Si elle décide de l'acheter, je suis sûre que vous y serez très à l'aise. » La concession, petite mais significative, me surprit.
C'était la première fois depuis la mort de Jonathan qu'elle reconnaissait, sans pression légale, mon rôle permanent dans la vie des enfants. Merci, dis-je doucement. Elle hocha la tête une fois, sèchement. Les enfants doivent rentrer à la maison avec moi maintenant. Ils ont un cours de piano à 16 heures. À la maison définissait toujours son espace, pas le mien. Mais c'était un progrès. Alors qu'il se préparait à partir, Marc s'approcha de moi avec un morceau de papier plié. J'ai dessiné la cabane dans les arbres que je veux construire, dit-il en le pressant dans ma main, pour quand on emménagera. Le simple acte de foi, sa certitude que cette maison deviendrait notre foyer partagé, cimenta ma décision. Quelles que soient les complications à venir avec Nathalie, avec l'entreprise, avec les changements massifs dans ma vie, les enfants avaient besoin de cette stabilité, avaient besoin que je sois non seulement leur grand-mère, mais leur tutrice, leur avocate, leur refuge dans la tempête qui avait emporté leur père et transformé leur mère. J'appellerai l'agent immobilier demain, promis-je, glissant le dessin dans ma poche comme le trésor qu'il était. En les regardant partir, Clément me rejoignit sur le perron. Alors, tu vas faire une offre? Oui, répondis-je, me surprenant par la certitude dans ma voix. Il est temps d'arrêter de réagir et de commencer à construire quelque chose de nouveau. Pour la première fois depuis les funérailles de Jonathan, je ne me sentais plus seulement poussé par les circonstances, mais tiré par un but, par une vision de ce qui pourrait être plutôt que de ce qui avait été perdu. Nathalie continuerait à me défier. L'entreprise exigerait plus que je n'aurais jamais imaginé donner, et le chagrin resterait mon compagnon constant. Mais debout sur le perron de ce qui serait bientôt ma nouvelle maison, j'entrevis le chemin à suivre, non pas la vie calme et contenue que j'avais attendue pour ma retraite, mais quelque chose de plus riche et de plus exigeant. Un deuxième acte que je n'avais jamais anticipé mais que j'embrassais maintenant avec une résolution croissante. Un mois après la mort de Jonathan, je me retrouvai assise à la tête d'une table de conférence étincelante au siège d'Innovatech Chevalier, entourée d'hommes et de femmes en costumes coûteux qui me regardaient avec un scepticisme à peine dissimulé. En tant qu'actionnaire majoritaire, j'avais convoqué cette réunion du conseil d'administration pour aborder les préoccupations croissantes concernant la direction de l'entreprise, des préoccupations qui avaient émergé lors de mon cours intensif en gouvernance d'entreprise et en analyse financière. Madame Chevalier, commença Michael Hoffman, le PDG par intérim qui avait pris le rôle de Jonathan. Bien que nous apprécions votre intérêt pour l'entreprise, je dois souligner que les aspects techniques de notre activité nécessitent des connaissances spécialisées que je ne possède pas, finis-je pour lui, ma voix de professeur portant clairement malgré son ton doux. Oui, monsieur Hoffman, vous avez fait cette remarque lors de nos 3 précédentes réunions. Ce que vous n'avez pas expliqué, c'est pourquoi la plateforme Phoenix, le projet que mon fils décrivait comme l'avenir de l'entreprise, connaît des retards de développement qui n'ont pas été divulgués aux actionnaires. Une vague de malaise parcourut la pièce. Mélissa Kahn, la conseillère financière que Maître Fournier m'avait recommandée, me fit un signe de tête approbateur de sa place à ma droite. Nous avions passé des heures à préparer cette confrontation, examinant des rapports techniques et des projections financières qui brossaient un tableau inquiétant du produit phare de l'entreprise. Les délais de développement en IA sont notoirement imprévisibles, répondit Hoffman sans se démonter. Jonathan comprenait cette réalité. Comprenait-il aussi que l'architecture du réseau neuronal présente des défauts fondamentaux que votre équipe a identifiés il y a 6 mois? Demandai-je en faisant glisser des copies d'un rapport interne sur la table. Ou que les fonds de recherche ont été réaffectés à des packages de rémunération des dirigeants alors que ces problèmes n'étaient pas résolus. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'avais passé ma carrière à lire des salles pleines d'étudiants réticents. Ce groupe n'était pas différent. Certains se tortillaient mal à l'aise, évitant le contact visuel, tandis que d'autres maintenaient des visages impassibles qui ne pouvaient pas tout à fait cacher leur surprise face à mon niveau de préparation. Où avez-vous obtenu ce rapport? Exigea Hoffman, son sang-froid se fissurant légèrement. Sur les serveurs de l'entreprise, répondit Mélissa. Madame Chevalier a un accès complet en tant qu'actionnaire majoritaire. La meilleure question est de savoir pourquoi cette information n'a pas été incluse dans les documents fournis au Conseil. Alors que la discussion s'intensifiait en débat technique et justification financière, j'observais la dynamique autour de la table avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait géré la politique de classe pendant 30 ans. Les alliances devinrent claires. Certains membres du Conseil semblaient sincèrement choqués par les révélations, tandis que d'autres s'alignaient subtilement sur Hoffman par le langage corporel et des interjections de soutien. Le plus intéressant était le docteur Anissa Sharma, la directrice de la recherche et du développement, qui resta silencieuse tout au long de l'échange houleux, son expression pensive plutôt que défensive. Lorsque les arguments atteignirent une accalmie naturelle, je m'adressai directement à elle. Docteur Sharma, en tant que personne la plus familière avec la plateforme Phoenix, quelle est votre évaluation de la situation actuelle? Tous les yeux se tournèrent vers la femme distinguée à l'autre bout de la table. Elle ajusta ses lunettes avec un soin délibéré, gagnant du temps pour formuler sa réponse. La plateforme Phoenix a un potentiel significatif, commença-t-elle prudemment.
La vision de Jonathan était révolutionnaire, utilisant l'intelligence artificielle pour créer des systèmes d'apprentissage adaptatifs qui répondent aux schémas cognitifs individuels. Mais la mise en œuvre actuelle a des problèmes structurels qui n'ont pas été traités de manière adéquate avant que nous nous engagions sur des délais de commercialisation. Pourrait-il être résolu? Insista-t-elle. Avec des ressources suffisantes et des délais réalistes. Oui, répondit-elle. Mais pas dans le trimestre, comme nous le promettons aux investisseurs. Le visage de Hoffman devint rouge de colère. C'est précisément le genre de discussion technique qui devrait avoir lieu dans les canaux appropriés, pas dans une réunion du conseil d'administration avec. Il hésita, reconsidérant clairement son choix de mots. The participants non-techniques. Le ton dédaigneux était familier, la même condescendance que j'avais rencontrée tout au long de ma vie lorsque des hommes me sous-estimaient en fonction de mon sexe, de mon âge ou de ma profession. Mais là où j'aurais pu autrefois battre en retraite, je me penchai en avant. Monsieur Hoffman, je ne comprends peut-être pas les subtilités de l'architecture des réseaux neuronaux, mais je reconnais l'obscurcissement quand je l'entends. Cette entreprise, l'héritage de mon fils, est à un tournant critique. Nous pouvons soit reconnaître honnêtement les problèmes et les traiter correctement, soit continuer à prétendre que tout va bien jusqu'à ce que l'échec inévitable détruise non seulement la plateforme Phoenix, mais potentiellement l'entreprise entière. Ma voix resta stable, mais je l'imprégnais de l'autorité tranquille que j'avais développée au cours de décennies à diriger des salles de classe. Je demande un vote de défiance envers la direction exécutive actuelle. Ce geste audacieux, planifié avec Melissa mais toujours terrifiant à exécuter, provoqua des ondes de choc dans la pièce. Les membres du conseil échangèrent des regards alarmés. Quelqu'un halta réellement. C'est absurde, balbutia Hoffman. Vous ne pouvez pas simplement arriver ici après un mois et... Je possède 80% de cette entreprise, l'interrompis-je calmement. Je peux en effet demander ce vote, et selon les statuts que Jonathan a établis, je peux le faire avec effet immédiat. S'ensuivirent 3 heures de débats intenses, de consultations juridiques et de contre-arguments de plus en plus désespérés de la part des partisans de Hoffman. En fin d'après-midi, épuisé mais résolu, j'avais obtenu ce pourquoi j'étais venu. Hoffman et 2 autres cadres furent démis de leurs fonctions. Le docteur Sharma fut nommée directrice technique par intérim et un comité de recherche fut créé pour trouver un nouveau PDG qui donnerait la priorité à l'intégrité du produit plutôt qu'aux promesses du marché. Alors que les membres du conseil sortaient, certains abasourdis, d'autres discrètement favorables, le docteur Sharma s'approcha de moi. « Jonathan serait fier », dit-elle simplement. « Il a toujours dit que vous étiez plus forte que quiconque ne le savait. » La validation de quelqu'un qui avait travaillé en étroite collaboration avec mon fils me fit monter des larmes inattendues aux yeux. J'essaie juste de protéger ce qu'il a construit. C'est plus que ça, répondit-elle. Vous montrez le même courage que lui lorsqu'il a fondé cette entreprise, en choisissant le droit plus difficile plutôt que le tort plus facile. Je rassemblai mes papiers, émotionnellement et physiquement épuisé par la confrontation, mais ressentant aussi un curieux sentiment d'accomplissement. M'aiderez-vous à comprendre les défis techniques? Demandai-je. J'ai besoin de savoir à quoi nous sommes confrontés si je dois continuer à prendre ce genre de décision. Bien sûr, accepta-t-elle volontiers. Jonathan a toujours dit que vous appreniez vite. La mention de Jonathan, ces souvenirs désinvoltes de personnes qui avaient connu des facettes différentes de lui que moi, me peinaient et me réconfortaient à la fois. Chaque nouvelle histoire était un nouveau lien avec lui, même si elle soulignait son absence. Mon chauffeur m'attendait lorsque je sortis du bâtiment dans la lumière déclinante de l'après-midi. Je vérifiai ma montre, calculant si j'arriverais à la maison avant que Marc et Emma ne reviennent de leur journée avec Nathalie. Le calendrier de garde que nous avions établi divisait les jours de semaine entre nous, avec des transitions à 18 heures, une routine qui offrait de la stabilité aux enfants tout en minimisant les interactions directes entre Nathalie et moi. Mais alors que je m'installais sur la banquette arrière, mon téléphone sonna. Le numéro de Nathalie apparut à l'écran. Mon estomac se noua instinctivement. Elle appelait rarement directement, préférant communiquer par SMS, si nécessaire, par l'intermédiaire de la nounou des enfants. « Allô, Nathalie » répondis-je, en gardant ma voix neutre. « Je viens de recevoir un appel très intéressant, » commença-t-elle sans préambule, son ton vif de colère. « Apparemment, vous avez organisé un sacré coup d'état chez Innovatech Chevalier aujourd'hui. Les nouvelles voyageaient vite dans les cercles d'affaires. J'ai fait les changements nécessaires pour répondre à de sérieuses préoccupations concernant la direction de l'entreprise. Sans me consulter. » L'indignation dans sa voix était palpable. Je ne possède peut-être que 20%, Victoria, mais c'est quand même une participation significative. J'ai le droit d'être impliqué dans les décisions majeures. La demande me prit au dépourvu. Depuis la lecture du testament, Nathalie n'avait montré aucun intérêt pour les opérations de l'entreprise au-delà de s'assurer que sa participation financière était sécurisée. Elle s'était plutôt concentrée sur le maintien de son statut social, élaborant soigneusement un récit public sur la mort de Jonathan et l'arrangement à l'amiable concernant les enfants qui ressemblait peu à la réalité.
Vous n'avez jamais exprimé d'intérêt pour les opérations de l'entreprise auparavant, fis-je remarquer. C'est parce qu'elles étaient programmées pendant mon temps avec les enfants, rétorqua-t-elle. Un choix délibéré de votre part, je suppose. L'accusation me piqua, en partie parce qu'elle contenait un grain de vérité. Je n'avais pas intentionnellement programmé de réunion pour l'exclure, mais je n'avais pas non plus fait d'effort pour accommoder son emploi du temps. Que voulez-vous, Nathalie? Demandai-je directement, la fatigue me rendant moins diplomate que d'habitude. Un bref silence suivit. Puis, je veux un siège au conseil d'administration et un rôle dans l'entreprise qui reflète ma position de veuve de Jonathan et d'actionnaire importante. La demande, ou l'exigence, me surprit. Vous n'avez aucune formation en technologie ou en gestion d'entreprise, lui rappelai-je. Quelle serait exactement votre contribution aux discussions du conseil? J'ai été mariée à Jonathan pendant 10 ans, répondit-elle, sa voix tendue d'émotion contenue. Je l'ai écouté parler de cette entreprise tous les jours. J'ai assisté à toutes les fonctions de l'entreprise, cultivé des relations avec les investisseurs et les partenaires. Je comprends le côté humain de cette entreprise mieux que vous ne le comprendrez jamais. Il y avait une vérité là-dedans que je ne pouvais nier. Tandis que j'avais été la mère distante et de soutien, Nathalie avait été immergée dans le monde professionnel de Jonathan, témoin de sa politique et de ses personnalités. J'y réfléchirai, dis-je finalement. Mais j'ai besoin de connaître votre véritable motivation. S'agit-il de protéger vos intérêts financiers, ou y a-t-il quelque chose de plus? Une autre pause, plus longue cette fois. Quand elle reprit la parole, sa voix avait perdu une partie de son tranchant défensif. C'est le dernier morceau de Jonathan qu'il me reste. Vous avez les enfants la plupart du temps maintenant. Vous avez l'héritage de sa mère. Vous avez même emménagé dans une maison qui ressemble à celle où il a grandi. J'ai besoin de quelque chose qui me relie à lui aussi. L'honnêteté brute me prit au dépourvu. Sous l'extérieur poli et les manœuvres calculées, Nathalie était aussi en deuil, pleurant non seulement Jonathan, mais aussi la vie et l'identité qu'elle avait construite en tant que sa femme. Venez à la maison ce soir quand vous déposerez les enfants, suggérai-je, prenant une décision que j'espérais ne pas regretter. Nous devrions en discuter en personne. En raccrochant, je me demandais si je faisais une erreur stratégique ou si j'ouvrais la porte à une relation plus productive avec la femme qui serait toujours liée à moi parler. Enfant de Jonathan. Quoi qu'il en soit, la confrontation dans la salle du conseil n'avait été que la première des batailles de la journée. La seconde m'attendait à la maison, où les sphères personnelles et professionnelles de ma nouvelle vie allaient entrer en collision de manière que je pouvais à peine prédire. La soirée d'automne était devenue fraîche au moment où la Mercedes élégante de Nathalie s'engagea dans mon allée fraîchement pavée. Je l'observais depuis la fenêtre de la cuisine alors qu'elle aidait les enfants à rassembler leurs sacs à dos et leurs vestes, ses mouvements efficaces mais pas pressés. Elle avait toujours été physiquement affectueuse avec Marc et Emma d'une manière soigneusement étudiée, lissant les cheveux, redressant les cols, des gestes qui combinaient soin et correction. Marc m'aperçut par la fenêtre et me fit un signe de la main, son sourire réservé se réchauffant alors que je lui rendais son salut. Le mois écoulé avait apporté des changements subtils chez les deux enfants. Marc était devenu plus ouvertement affectueux, comme libéré d'une contrainte tacite, tandis qu'Emma avait développé une ombre d'anxiété qui se manifestait de petites manières, se ronger les ongles, des cauchemars, une réticence à laisser Nathalie ou moi hors de sa vue pendant longtemps. La sonnette retentit, et je pris une profonde inspiration avant d'ouvrir. Ce serait la première fois que Nathalie entrait dans ma nouvelle maison, un territoire délibérément neutre qui n'était ni son manoir ni mon modeste appartement, mais quelque chose créé spécifiquement pour ce nouveau chapitre de nos vies à tous. « Mamie, j'ai eu un A à mon projet de science », annonça Emma en entrant en trombe, agitant un papier avec une marque rouge bien visible en haut. « C'est merveilleux, ma chérie », la félicitai-je, acceptant son étreinte enthousiaste tout en croisant le regard de Nathalie par-dessus sa tête. « Pourquoi ne vous installez-vous pas dans vos chambres, toi et Marc? J'ai fait un cake marbré cet après-midi. » Il refroidit dans la cuisine. C'était notre routine habituelle. Les enfants décompressaient de la transition en passant du temps dans leur chambre, des espaces que j'avais soigneusement créés pour être à la fois familiers et nouveaux, avec des objets précieux des deux foyers. Cela leur donnait un sentiment de contrôle et d'appropriation à une époque où tant de choses dans leur vie semblaient dictées par des décisions d'adultes. « Puis-je entrer ?» demanda Nathalie une fois qu'ils eurent disparu à l'étage, son ton juste assez formel pour reconnaître la gêne de notre situation. « Bien sûr. » Je m'écartai, remarquant avec une légère surprise qu'elle s'était changée depuis notre conversation téléphonique. Sa tenue d'entreprise était remplacée par un pantalon et un pull plus décontractés, bien que toujours élégants de cette manière naturelle qu'elle avait. Son regard balaya l'entrée et le salon au-delà, observant les meubles traditionnels, les bibliothèques intégrées déjà remplies de ma vaste collection, les photos de famille encadrées qui créaient des points d'ancrage visuel de continuité pour les enfants. « Vous vous êtes installé rapidement ?» observa-t-elle, son ton neutre, mais ses yeux enregistrant chaque détail. « Les enfants semblent à l'aise ici. Ils ont aidé à prendre des décisions, expliquai-je en la conduisant vers la cuisine où une théière infusait.
Marc a choisi les couleurs de peinture pour le salon familial et Emma a sélectionné les plantes du jardin. Cela leur donne un sentiment d'investissement dans l'espace. Je versai du thé dans 2 tasses, notant avec un amusement privé que nous avions inconsciemment pris position de part et d'autre de l'îlot de cuisine, maintenant une distance physique tout en engageant ce dialogue prudent. À propos de l'entreprise, commença Nathalie, ses mains se refermant sur la tasse chaude. Je pensais ce que j'ai dit. Je veux un rôle formel. Pourquoi maintenant? Demandai-je directement. Vous n'avez jamais montré d'intérêt pour les opérations commerciales auparavant. Un éclair d'irritation traversa son visage. Parce que je n'en avais pas besoin avant. Jonathan s'occupait de cette partie de notre vie. Je me concentrais sur les aspects sociaux, les relations, l'image que nous présentions au monde. Elle prit une gorgée de thé prudente. Mais les choses ont changé. Je dois protéger mes intérêts, financiers et autres. Et en quoi consisterait exactement ce rôle? Je gardais un ton conversationnel, bien qu'une lassitude bouillonnait sous la surface. Chaque interaction avec Nathalie ressemblait à une partie d'échecs, des coups et des contre-coups avec des enjeux plus élevés qu'une simple victoire. Un siège au conseil d'administration, comme je l'ai mentionné. Une participation aux décisions majeures. Un accès aux mêmes informations et briefings que vous recevez. Elle me regarda droit dans les yeux. Et une reconnaissance de mon lien avec l'histoire et l'avenir de l'entreprise. Je considérais sa demande, la retournant dans mon esprit comme une équation complexe cherchant un équilibre. L'instinct me mettait en garde contre le fait de donner à Nathalie un pouvoir ou une influence supplémentaire. Pourtant, je ne pouvais nier la valeur stratégique potentielle d'aligner nos intérêts plutôt que de perpétuer l'antagonisme. Que apporteriez-vous à ces rôles? Demandai-je finalement. Au-delà de votre statut de veuve de Jonathan. La question aurait pu l'offenser autrefois, mais quelque chose avait changé chez Nathalie depuis la lecture du testament, un nouveau pragmatisme remplaçant son précédent sentiment de droit. Des relations, répondit-elle sans hésitation. Je connais socialement tous les acteurs majeurs de l'industrie technologique, leurs conjoints, leurs enfants, leurs intérêts personnels et leurs vulnérabilités. J'ai assisté à tous les galas de charité, tous les dîners de fondation, toutes les retraites exclusives de la dernière décennie. Elle se pencha légèrement en avant. Des informations qui n'apparaissent jamais dans les profils d'entreprise ou les briefings d'entreprise, l'élément humain qui peut faire ou défaire des partenariats. C'était une évaluation étonnamment franche de ses forces, que je ne pouvais pas facilement écarter. Alors que je m'étais formé sur les bilans et les délais de développement de produits, les aspects relationnels de l'entreprise restaient un mystère pour moi. Il y a autre chose que vous devriez savoir, poursuivit-elle alors que je ne répondais pas immédiatement. Les problèmes de la plateforme Phoenix sont pires que ce qui a été présenté à la réunion d'aujourd'hui. Cela attira mon attention. Expliquez. Jonathan était préoccupé par l'architecture du réseau neuronal des mois avant sa mort. Il travaillait la nuit, les week-ends, annulant des projets familiaux pour résoudre des problèmes qu'il ne m'expliquait pas complètement. Ses doigts tracèrent le bord de sa tasse, un rare geste d'incertitude de la part de quelqu'un d'habitude si contrôlé. 2 semaines avant sa mort, je l'ai trouvé dans son bureau à domicile à 3 heures du matin, entouré de documents techniques et l'air effrayé. Effrayé, répétai-je, essayant de concilier cette description avec mon fils confiant et capable. C'est le seul mot pour le décrire, confirma-t-elle. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il a dit « Le système développe des schémas inattendus, des connexions que je ne peux pas expliquer. » Elle leva les yeux, me regardant droit dans les yeux. « Victoria, je pense qu'il y avait quelque chose à propos de Phoenix qui l'effrayait, quelque chose au-delà des défis techniques de routine. » La révélation flotta entre nous, troublante dans ses implications. Si Jonathan avait été vraiment inquiet du développement de la plateforme, pourquoi n'avait-il pas partagé ses préoccupations avec son équipe de direction ou avec moi? En avez-vous parlé à quelqu'un d'autre? Demandai-je, mon esprit courant à travers les possibilités. Elle secoua la tête. À qui le dirais-je? Aux membres du conseil qui viennent d'être renvoyés? À l'équipe de développement qui leur rend compte? Une pointe de son ancienne vivacité revint. De plus, c'était une conversation privée entre mari et femme. Je n'étais même pas sûre de devoir vous le dire. Pourquoi me le dites-vous maintenant? Parce que malgré tout ce qu'il y a entre nous, je sais que vous aimiez Jonathan, et je sais que vous voulez protéger son héritage. Elle posa sa tasse avec un soin délibéré. Les changements que vous avez faits aujourd'hui dans l'entreprise étaient nécessaires. Je ne l'aurais pas abordé de la même manière, mais vos instincts étaient justes. L'aveu, si inattendu de la part d'une femme qui m'avait combattu à chaque tournant, me laissa momentanément sans voix. Avant que je puisse formuler une réponse, des pas dévalèrent les escaliers et Marc apparut dans l'embrasure de la porte. « Maman, mamie, venez vite. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Emma. » Nous bougeâmes toutes les deux instantanément, l'instinct maternel l'emportant sur toute tension persistante. À l'étage, nous trouvâmes Emma assise sur son lit, le visage pâle, respirant par petites bouffées rapides. Crise de panique, diagnostiqua immédiatement Nathalie en s'agenouillant devant sa fille. « Emma, regarde-moi. »
Concentre-toi sur ma voix. Je m'assis à côté d'elle sur le lit, une main frottant doucement son petit dos en cercle, tandis que Nathalie la guidait à travers des exercices de respiration avec une efficacité exercée. En quelques minutes, la respiration d'Emma ralentit, la couleur revenant sur ses joues. « J'ai rêvé de papa », murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Il essayait de me dire quelque chose d'important, mais je ne pouvais pas l'entendre. Nathalie et moi échangeâmes un regard par-dessus sa tête, momentanément unis dans notre inquiétude pour cet enfant qui portait un chagrin trop lourd pour ses petites épaules. « C'est bon, ma chérie », la calmai-je. Les rêves peuvent sembler très réels, mais c'est juste notre esprit qui essaie de traiter nos sentiments. Ton père t'aimait très fort, ajouta Nathalie en lissant les boucles emmêlées d'Emma. Parfois, les gens nous manquent tellement qu'ils apparaissent dans nos rêves. La tendresse dans sa voix, une chaleur maternelle sincère que j'avais trop rarement vue, me rappela que malgré nos différences, Nathalie aimait ses enfants. Quels que soient les calculs et l'ambition qui guidaient ses autres actions, sa dévotion à Marc et Emma était réelle. Plus tard, après que les enfants se soient calmés avec des livres et le cake marbré promis, Nathalie et moi nous retirâmes dans mon bureau pour continuer notre conversation interrompue. Elle a eu 3 crises cette semaine, admit Nathalie en s'affaissant dans un fauteuil avec une lassitude inhabituelle. La conseillère scolaire dit que c'est une réaction de deuil normale, mais c'est déchirant à voir, finis-je pour elle. Elle hocha la tête. Un moment de parfaite compréhension passa entre nous, la douleur partagée de voir les enfants de Jonathan lutter avec son absence. À propos de votre proposition, dis-je, revenant à notre discussion antérieure. Je soutiendrai votre nomination au conseil d'administration à une condition, que nous présentions un front uni concernant les enfants. Fini les dénigrements subtils, fini la compétition pour leur affection ou leur loyauté. Ils ont besoin de nous deux, fortes et travaillant ensemble, surtout maintenant. Nathalie m'étudia pendant un long moment, son expression illisible. Puis elle tendit la main sur le bureau qui avait appartenu à Jonathan, un geste à la fois formel et étonnamment sincère. « D'accord », dit-elle simplement. En nous serrant la main, je reconnus que ce n'était ni de l'amitié ni même de la confiance, simplement une alliance pragmatique née de la nécessité et d'un but commun. Mais pour 2 femmes qui avaient commencé comme adversaires, c'était peut-être suffisant pour tracer un chemin pour les enfants de Jonathan, pour son entreprise, et pour l'avenir complexe qui nous liait, que nous le voulions ou non. 6 semaines après le début de notre alliance hésitante, je me trouvais dans le bureau à domicile de Jonathan, une pièce que Nathalie avait laissée intacte depuis sa mort, préservée comme une exposition de musée d'une vie interrompue. Le bureau en acajou était toujours disposé avec une précision mathématique, ordinateur portable centré, bloc-notes empilés à des angles précis, stylo aligné dans un porte-stylo en cuir. Même le fauteuil restait positionné exactement comme il l'avait laissé ce dernier soir avant de se rendre à la réunion tardive dont il ne reviendrait jamais. C'est indiscret, admis-je à Nathalie, qui se tenait près de la fenêtre, les bras croisés défensivement sur sa poitrine. Comme lire le journal intime de quelqu'un. C'est nécessaire, répondit-elle, bien que sa posture rigide suggérât qu'elle trouvait cette invasion de l'espace privé de Jonathan tout aussi inconfortable. S'il y a quoi que ce soit dans ses dossiers personnels concernant les problèmes de la plateforme Phoenix, nous devons le trouver avant l'examen technique de la semaine prochaine. Notre partenariat improbable avait évolué au cours du mois dernier pour devenir quelque chose de fonctionnel, sinon exactement chaleureux. Nathalie avait pris son siège au conseil d'administration avec une efficacité surprenante, son intelligence sociale complétant mon approche plus analytique. Ensemble, nous avions commencé à démêler le réseau complexe de problèmes auxquels Innovatech Chevalier était confronté. Plus important encore, les questions troublantes entourant la plateforme Phoenix. L'examen technique complet du Dr Sharma avait confirmé les soupçons de Nathalie. Le système d'IA présentait des comportements inattendus qui ne pouvaient être expliqués par sa programmation. Les plus préoccupantes étaient les anomalies de reconnaissance de forme qui semblaient apprendre plus vite que les algorithmes ne le devraient, créant des liens entre des ensembles de données qui n'avaient jamais été explicitement liés. Jonathan gardait la plupart de son travail sur les serveurs sécurisés de l'entreprise, poursuivit Nathalie. Mais il prenait parfois des notes sur son ordinateur portable personnel, surtout ces derniers mois, des choses qu'il ne voulait pas que l'équipe voie avant d'être certain. Je hochai la tête, allumant l'ordinateur portable qui était resté fermé depuis la mort de Jonathan. L'écran s'illumina, demandant un mot de passe. Nathalie se pencha par-dessus mon épaule pour le saisir. Markama 0715. Les prénoms des enfants combinés à leur mois et jour de naissance. Il l'a changé 3 mois avant sa mort, expliqua-t-elle. C'était la date de notre anniversaire avant. Ce petit détail, cette preuve numérique des priorités changeantes de Jonathan, flotta entre nous un instant. Un autre rappel des fractures dans leur mariage que ni l'une ni l'autre n'avions pleinement reconnu. Le bureau apparut, organisé avec la même précision méthodique que son espace de travail physique, des dossiers étiquetés par projet, par année, par catégorie. Rien ne se démarquait immédiatement comme inhabituel ou préoccupant. Essayez son email personnel, suggéra Nathalie.
Il s'envoyait parfois des notes ou des liens lorsqu'il travaillait sur quelque chose loin de son bureau. L'application de messagerie s'ouvrit sur des centaines de messages non lus, condoléances, demandes commerciales, notifications automatiques qui s'étaient accumulées depuis sa mort. Je parcourus attentivement le dossier des messages envoyés, cherchant tout ce que Jonathan aurait pu documenter sur ses préoccupations. Là, Nathalie pointa du doigt, celui-ci, envoyé au docteur Sharma à 2h17 du matin, 3 jours avant sa mort. L'objet était simplement schémas anormaux. Confidentiel. Je cliquai pour l'ouvrir, parcourant le bref message. Anissa, 6 juin les journaux des tests de régression de la nuit dernière. L'émergence de schémas dans l'ensemble de données ne suit pas les paramètres attendus. Le système crée des corrélations entre les entrées de diagnostic médical et les cadres d'évaluation éducative qui n'ont jamais fait partie du modèle d'entraînement. Plus inquiétant, lorsque j'ai isolé les grappes de voies neuronales responsables, j'ai trouvé des signatures d'activité qui ne correspondent pas à notre conception architecturale. C'est comme si le système développait des méthodes de traitement au-delà de sa programmation. J'ai mis l'environnement de test hors ligne jusqu'à ce que nous puissions déterminer s'il s'agit d'un défaut fondamental ou de quelque chose de plus intéressant. Veuillez examiner en privé avant notre prochaine réunion d'équipe. JN entrée de diagnostic médical, interrogez-je en me tournant vers Nathalie. Phoenix est une plateforme de technologie éducative. Pourquoi traiterait-elle des données médicales? Natalie Franca, Las Sources. Je ne sais pas. Jonathan n'a jamais rien mentionné de médical en rapport avec Phoenix. Nous continuâmes à chercher, travaillant méthodiquement à travers les dossiers d'email, les répertoires de documents, même l'historique du navigateur. 1 heure passa, puis 2, avec seulement des fragments d'informations qui laissaient entrevoir l'inquiétude croissante de Jonathan, mais révélaient peu de choses sur sa nature spécifique. Puis, dans un dossier intitulé simplement personnel, nous trouvâmes un sous-dossier intitulé contingence. C'est étrange, murmura Nathalie. Jonathan n'était pas du genre à utiliser des euphémismes. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents avec des horodatages récents, tous datant des 3 derniers mois de sa vie. Le premier, intitulé Journal des symptômes, contenait des entrées datées qui me glacèrent le sang en les lisant. 12 mars, 2e instance d'aphasie momentanée lors de la présentation au conseil. Incapable de me souvenir du terme réseau neuronal pendant environ 15 secondes. 28 mars, mal de tête bref mais intense, tempe droite, accompagné de troubles visuels, scintillement en vision périphérique. Durée, 7 minutes. 10 avril, 3 épisodes de déjà-vu en 24 heures. Plus prononcé que l'expérience habituelle. 17 avril, perte momentanée de coordination en tapant. Les doigts semblent oublier les schémas de mouvements familiers. 29 avril, trou de mémoire pendant le dîner. Incapable de me souvenir du morceau de piano du récital d'Emma malgré ma présence au spectacle la veille. 5 mai, schéma de maux de tête s'établissant, pulsation côté droit précédée de troubles visuels, fréquence croissante, maintenant 2 à 3 fois par semaine. Le journal continuait avec des entrées similaires, documentant avec une précision clinique la détérioration subtile de la fonction neurologique de Jonathan sur une période de 3 mois. La dernière entrée, datée de seulement 5 jours avant sa mort, disait simplement « Diagnostic confirmé en privé avec le Dr Larson. Pronostic conforme aux attentes. Calendrier incertain mais abrégé. Disposition en cours. » Il savait, murmurai-je, la prise de conscience me frappant comme un coup physique. Il savait qu'il était en train de mourir. Nathalie était devenue très immobile à côté de moi, son visage vidé de sa couleur. Ce n'est pas possible. Il me l'aurait dit. Il aurait cherché un traitement, des spécialistes. Peut-être qu'il l'a fait, dis-je doucement, en ouvrant le document suivant dans le dossier, un PDF intitulé Consultation médicale, Larson. Le rapport confirma nos pires craintes. Jonathan avait été diagnostiqué avec un anévrisme cérébral progressif, une faiblesse congénitale dans une paroi artérielle qui avait commencé à se détériorer rapidement. Le docteur Larson, un neurochirurgien de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, avait exposé les options de traitement, toutes comportant des risques importants et des résultats incertains. Le pronostic était sombre, sans intervention, la rupture était inévitable en quelques mois. Avec une intervention, l'emplacement et la complexité de l'anévrisme rendaient un traitement réussi peu probable. Jonathan vivait avec une condamnation à mort, portant cette connaissance seule. Pourquoi ne nous l'a-t-il pas dit? La voix de Nathalie se brisa, son sang-froid finissant par céder. Pourquoi affronter cela tout seul? Je n'avais aucune réponse qui puisse apaiser la douleur de cette découverte, cette preuve que mon fils, toujours autosuffisant, toujours protecteur des sentiments des autres, avait choisi d'endosser seul sa mortalité plutôt que d'accabler ceux qu'il aimait. Le document suivant fournissait une explication partielle. Intitulé Dernière disposition, il contenait des instructions méticuleuses pour tout, des préférences funéraires aux dispositions financières. Un paragraphe se détachait crûment.
J'ai choisi de ne pas poursuivre une intervention chirurgicale pour des raisons à la fois personnelles et pratiques. La probabilité de succès du traitement est faible et la probabilité de déficience cognitive due soit à la procédure, soit à l'expansion continue de l'anévrisme, est élevée. Je préfère utiliser le temps qu'il me reste avec une fonction cognitive complète plutôt que de risquer de devenir une version diminuée de moi-même que mes enfants devraient voir. Ce n'est pas une reddition, mais un choix conscient d'embrasser la qualité plutôt que la quantité dans le temps qui reste. Les larmes brouillèrent ma vision en reconnaissant le courage pragmatique si caractéristique de Jonathan, affrontant la mort non pas avec désespoir, mais avec la même résolution de problèmes méthodiques qu'il avait appliqué à chaque défi de sa vie. Le dernier document dans le dossier portait le titre Connexion Phénix et s'ouvrit pour révéler un résumé de recherche différent de tout ce à quoi je m'attendais. La corrélation entre mes symptômes neurologiques et le développement de schémas anormaux dans Phénix ne peut être une coïncidence. En tant qu'architecte principal du système, mes schémas cognitifs sont inévitablement intégrés dans son architecture de conception. Les comportements émergents sont apparus quelques semaines après mes premiers symptômes, suggérant un lien potentiel entre la dégradation neuronale dans mon cerveau et le développement inattendu de voies neuronales dans le système d'IA. Hypothèse. Phénix pourrait détecter des changements cognitifs subtils via notre interface d'interaction, diagnostiquant essentiellement les premiers stades de ma condition avant que les symptômes conventionnels ne deviennent apparents. Si cela est prouvé, cela pourrait représenter une percée dans la détection précoce des anomalies cérébrovasculaires. J'ai réorienté une partie du développement de Phénix pour explorer cette possibilité, créant un module de diagnostic qui traite les schémas linguistiques, les micro-hésitations et les marqueurs de traitement cognitif par rapport à des données de base. Les résultats préliminaires sont prometteurs, mais insuffisants pour une application clinique sans développement et tests supplémentaires. Maintenant, le temps est le facteur critique que je n'ai plus. Nathalie et moi restâmes assises dans un silence stupéfait, les implications de la recherche privée de Jonathan nous apparaissant à toutes les deux. Il n'avait pas seulement travaillé sur une plateforme éducative. Il avait mené une course contre sa propre mortalité pour transformer Phénix en un outil de diagnostic qui pourrait sauver les autres de son sort. C'est pour ça qu'il a changé son testament, dit finalement Nathalie, sa voix creuse de réalisation. Il savait qu'il était en train de mourir, alors il a pris des dispositions pour protéger tout le monde, les enfants, vous, même l'entreprise. Et la plateforme Phénix, ajoutai-je, les pièces du puzzle s'assemblant avec une clarté terrible. Il savait que son potentiel allait bien au-delà des applications éducatives. Il essayait de créer quelque chose qui pourrait détecter les affections neurologiques avant que les symptômes traditionnels n'apparaissent. Le poids de cette découverte, ce dernier acte brillant d'un homme mourant, s'installa sur nous comme une présence physique. Jonathan avait transformé sa propre tragédie en une opportunité d'innovation, travaillant littéralement jusqu'à ses derniers jours pour créer quelque chose qui pourrait épargner aux autres ce à quoi il ne pouvait pas échapper lui-même. Nous devons continuer son travail, dis-je, les mots sortant avec une conviction surprenante. Non seulement préserver ce qu'il a construit, mais accomplir ce qu'il avait l'intention de créer. Pour une fois, Nathalie ne discuta pas ni ne calcula un avantage. Elle hocha simplement la tête, des larmes coulant silencieusement sur son visage parfait alors qu'elle tendait la main vers la mienne sur le bureau qui avait été témoin de la dernière bataille intellectuelle de Jonathan. Ensemble, acquiesça-t-elle doucement. À cet instant de chagrin et de but partagé, quelque chose de fondamental changea entre nous. Pas de l'amitié, exactement, mais une compréhension plus profonde. Nous avions toutes les deux aimé Jonathan à notre manière. Maintenant, nous partagions la responsabilité de terminer ce que la mort avait interrompu, non seulement pour sa mémoire, mais pour le potentiel de sauver d'innombrables vies avec la technologie qu'il avait imaginée dans ces derniers jours. L'hiver s'abattit sur l'île de France avec une férocité inhabituelle, recouvrant le paysage d'un blanc immaculé qui démentait l'intensité de l'activité à l'intérieur des murs d'Innovatech Chevalier. 3 mois après avoir découvert la recherche privée de Jonathan, l'entreprise avait subi une transformation presque aussi spectaculaire que le changement de saison à l'extérieur. Les essais cliniques préliminaires montrent un taux de précision de 78% dans la détection des anomalies cérébrovasculaires à un stade précoce, rapporta le Dr Sharma, son comportement habituellement réservé égayé par une excitation prudente. C'est nettement plus élevé que les méthodes de dépistage conventionnelles, en particulier pour les patients de moins de 50 ans qui ne seraient normalement pas signalés pour des tests. Nous étions assises dans la salle de conférence fraîchement rénovée, Nathalie, le Dr Sharma, moi-même et l'équipe spécialisée que nous avions constituée pour poursuivre le travail de Jonathan. Ce qui avait commencé comme une mission privée partagée entre des alliés improbables avait évolué pour devenir la balise de Jonathan, une division distincte d'Innovatech Chevalier dédiée au développement des applications de diagnostic que Jonathan avait imaginées dans ces derniers mois. La demande de procédure accélérée auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament semble prometteuse, ajouta le Dr Mark Greenfield, le neurologue que nous avions recruté de l'hôpital Johns Hopkins pour superviser la validation médicale. Ils sont particulièrement intéressés par la nature non invasive de la technologie.
Si les essais élargis confirment ces résultats, nous pourrions envisager une autorisation de mise sur le marché dans les 18 mois plutôt que les 3 à 5 ans habituels. Je jetai un coup d'œil à Nathalie, qui était assise à côté de moi, prenant des notes méticuleuses sur sa tablette. Notre relation de travail avait évolué pour devenir quelque chose que ni l'une ni l'autre n'aurions pu prédire dans ces premiers jours amers après la mort de Jonathan. Pas de l'amitié, exactement trop d'histoires et de différences fondamentales de tempérament l'empêchaient. Mais un partenariat fondé sur le respect mutuel. Et un but commun. Qu'en est-il des préoccupations relatives à la confidentialité? Demanda Nathalie, toujours à l'écoute des défis potentiels en matière de relations publiques. Le système analyse essentiellement les schémas comportementaux et cognitifs sans que le sujet en soit explicitement conscient. Le comité d'éthique a soulevé des questions valables sur le consentement éclairé. C'était la force particulière de Nathalie, anticiper les éléments humains qui pourraient compliquer ou faire dérailler les réalisations techniques, là où je me concentrais sur les applications éducatives et la structure organisationnelle. Elle naviguait dans les paysages sociaux et éthiques complexes avec une nuance surprenante. Nous avons révisé les protocoles de consentement pour répondre à ces préoccupations, l'assura le Dr Greenfield. Les utilisateurs recevront désormais une information explicite sur les composants de surveillance diagnostique, avec des dispositions d'adhésion plutôt que de retrait. Alors que la réunion se poursuivait avec des discussions techniques détaillées, je me surpris à penser à Jonathan, à quel point il serait étonné et heureux de voir son dernier projet non seulement se poursuivre, mais s'accélérer au-delà de sa vision initiale. La plateforme éducative restait en développement, mais avec des délais ajustés qui reconnaissaient les véritables défis techniques plutôt que de forcer une sortie prématurée pour répondre aux pressions du marché. Plus surprenant encore, le cours de l'action de l'entreprise s'était stabilisé après une chute initiale suite à nos divulgations publiques sur la réorientation de Phoenix. La transparence, semblait-il, avait gagné plus de confiance des investisseurs que l'obscurcissement de l'administration précédente. Après la fin de la réunion, Nathalie et moi marchâmes ensemble vers le parking, notre souffle formant de petits nuages dans l'air glacial de la structure souterraine. L'anniversaire de Marc est samedi, dit-elle, brisant le silence confortable entre nous. Il demande si on pourrait le faire chez toi plutôt que chez moi. Apparemment, ta colline de luge dans le jardin est un terrain supérieur pour la compétition de construction de fort de neige qu'il prévoit. Je souris à la citation précise de la formulation formelle de Marc, si semblable à Jonathan dans son approche méthodique même des plaisirs de l'enfance. Bien sûr, je serais heureuse de l'accueillir. Cela signifie que je m'occuperai de la fête d'Emma au printemps, poursuivit-elle, le calcul rapide typique de la façon dont nous abordions désormais nos responsabilités parentales partagées. Un bilan minutieux de temps, d'efforts et d'occasions qui assurait qu'aucun enfant ne ressentait le poids des tensions adultes. Nous avions atteint nos voitures respectives, sa Mercedes élégante et mon SUV plus pratique, des véhicules qui reflétaient nos différentes approches de la vie aussi bien que n'importe quoi d'autre. Il y a autre chose, dit Nathalie, sa main reposant sur la portière de sa voiture, mais ne faisant aucun mouvement pour l'ouvrir. Le docteur Larson a appelé ce matin. Il a examiné les dossiers médicaux de Jonathan et nos données de recherche. Il pense que la balise de Jonathan aurait pu détecter l'anévrisme de Jonathan jusqu'à 6 mois avant l'apparition des symptômes conventionnels. L'information me frappa avec une force physique, la confirmation que l'autodiagnostic de Jonathan avait été correct, que la technologie qu'il avait développée dans ces derniers mois aurait en effet pu le sauver si elle avait existé plus tôt. 6 mois, répétai-je, les implications étant stupéfiantes. Assez de temps pour un traitement préventif. Assez de temps pour tout changer, acquiesça Nathalie, sa voix inhabituellement douce. Il avait raison, Victoria. Surtout. Nous restâmes silencieuses, partageant la connaissance douce amère que notre succès actuel était bâti sur les fondations d'une tragédie personnelle qui aurait pu être évitée par la technologie. Même que nous développions maintenant. Il serait fier de vous, dis-je finalement. De la façon dont vous avez défendu ce projet, naviguer dans les complexités éthiques. La surprise vacilla sur ses traits à l'éloge inattendu. J'ai simplement fait ce qui devait être fait. Non, la corrigeai-je doucement. Vous avez fait plus que ça. Vous avez honoré sa vision d'une manière que je n'aurais pas pu gérer seule. Les enfants le voient aussi. Quelque chose de vulnérable passa sur son visage, un bref aperçu sous l'extérieur composé qu'elle maintenait même maintenant. Parfois, je me demande s'ils me pardonneront un jour, dit-elle doucement. Pour la façon dont je me suis comportée après sa mort, pour avoir essayé de les séparer de vous. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse directe pour ces jours sombres qui ont suivi les funérailles, le renvoi cruel, les projets d'emmener les enfants en Californie, la tentative de m'effacer de leur vie. Les enfants sont remarquablement adaptables, proposai-je. Ils réagissent à ce qui est, pas à ce qui était. Vous êtes une bonne mère, Nathalie. Différente de moi à presque tous les égards, mais pas moins dévouée. Elle hocha la tête une fois, sèchement, comme si elle acceptait une évaluation commerciale plutôt qu'une réassurance personnelle. Mais la légère détente de ses épaules me dit que les mots avaient eu de l'importance. Samedi à 14 heures,
Alors, confirma-t-elle en ouvrant la portière de sa voiture. J'apporterai le gâteau et les décorations. Et je m'occuperai de la supervision de la construction du fort de neige, ajoutai-je avec un sourire. En rentrant chez moi à travers les rues enneigées, je réfléchis à la façon dont ma vie s'était complètement transformée au cours des 5 mois qui avaient suivi la mort de Jonathan. Le modeste appartement où j'avais vécu heureuse pendant des décennies appartenait maintenant à quelqu'un d'autre. Ma routine quotidienne de lecture, de jardinage et de remplacements occasionnels avait été remplacée par des réunions de conseil d'administration, des briefings techniques et des arrangements de garde partagés. Plus profondément, le rôle tranquille et de soutien que j'avais occupé dans la vie de Jonathan, mère fière observant depuis les coulisses, avait cédé la place à une gestion active de ses héritages les plus importants, ses enfants et sa dernière innovation. 1 an, jour pour jour, après la mort de Jonathan, la neige tombait en doux tourbillons à l'extérieur des fenêtres du sol au plafond du grand auditorium d'Innovatech Chevalier. L'espace était plein à craquer. Employés, partenaires industriels, professionnels de la santé et membres de la famille réunis pour le lancement officiel de la balise de Jonathan, en l'honneur de son créateur et inspirateur. Je me tenais légèrement en retrait de la scène, observant Nathalie prononcer le discours d'ouverture avec la confiance polie qui m'avait autrefois intimidée, mais qui méritait maintenant mon respect sincère. Elle s'était transformée au cours de l'année écoulée, canalisant son intelligence sociale redoutable et son ambition pour guider le projet final de Jonathan à travers les mondes complexes de la réglementation médicale, de la surveillance éthique et de la perception publique. Il y a 1 an aujourd'hui, disait-elle, sa voix stable malgré le poids émotionnel de l'anniversaire, nous avons perdu non seulement un innovateur brillant, mais un visionnaire qui comprenait que le but le plus élevé de la technologie est de servir les besoins les plus profonds de l'humanité. Ce qui a commencé comme une plateforme éducative conçue pour s'adapter au schéma d'apprentissage individuel a évolué dans les derniers mois de Jonathan pour devenir quelque chose de bien plus profond, un système capable de détecter des changements neurologiques subtils qui précèdent les symptômes conventionnels d'affections potentiellement mortelles. De mon point de vue, je pouvais voir Marc et Emma assis au premier rang, tous deux solennels dans leur tenue sombre et formelle, mais visiblement fiers en écoutant leur mère parler de l'héritage de leur père. À 11 et 8 ans, ils avaient traversé une année de perte profonde et d'ajustement avec une résilience remarquable, s'adaptant à leur arrangement de garde partagée et à l'attention publique qui entourait de plus en plus l'innovation finale de leur père. Aujourd'hui, nous sommes honorés d'annoncer que la balise de Jonathan a reçu une autorisation conditionnelle de l'ANSM pour une mise en œuvre clinique dans 50 grands centres médicaux à travers le pays, poursuivit Nathalie en faisant un geste vers le Dr Greenfield et le conseil consultatif médical assis derrière elle. La détection précoce des anomalies cérébrovasculaires pourrait sauver des milliers de vies chaque année et prévenir les conséquences dévastatrices des accidents vasculaires cérébraux et des ruptures d'anévrisme que trop de familles ont endurées. Pendant qu'elle parlait, je réfléchissais à notre parcours improbable, d'adversaires acharnés à partenaires fonctionnels. La transformation n'avait pas été facile ni linéaire. Nous avions navigué à travers des revers, des désaccords et la résurgence occasionnelle d'anciennes tensions. Pourtant, l'engagement commun envers la vision de Jonathan et le bien-être de ses enfants avait fourni une base suffisamment solide pour résister à ces défis. Je voudrais maintenant inviter Victoria Chevalier, la mère de Jonathan et la codirectrice de l'initiative La Balise de Jonathan, à partager les applications éducatives qui rendront cette technologie accessible au-delà des milieux cliniques. Prenant une profonde inspiration, je montai sur scène, acceptant le microphone avec un signe de tête de remerciement. Parler en public n'avait jamais été ma force. 30 ans à enseigner le français au lycée m'avaient habitué aux salles de classe, pas aux auditoriums. Mais ce moment exigeait ma voix, pas seulement mes conseils en coulisses. Quand mon fils était petit garçon, commençai-je, mettant délibérément de côté le discours formel que j'avais préparé, il m'a demandé un jour pourquoi les gens ne pouvaient pas résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Au moment où on remarque que quelque chose ne va pas, disait-il, c'est déjà un gros bazar. Pourquoi ne peut-on pas l'attraper quand c'est juste un petit bazar ? Une légère vague de rires appréciateurs parcourut l'auditoire. Cette sagesse enfantine a évolué pour devenir l'homme qui, même face à sa propre mortalité, a cherché à créer un système capable de détecter les petits bazars avant qu'ils ne deviennent des tragédies irréversibles. J'exposai l'initiative éducative que nous avions développée parallèlement aux applications médicales, une version simplifiée de la balise de Jonathan qui pourrait être mise en œuvre dans les écoles, les centres communautaires et les bibliothèques publiques, conçue pour identifier les premiers indicateurs de troubles d'apprentissage, de troubles du traitement et de préoccupations neurologiques potentielles qui passent souvent inaperçues jusqu'à ce qu'elles aient un impact significatif sur le développement d'un enfant. Jonathan croyait que la technologie devait s'adapter aux besoins humains et non forcer les humains à s'adapter aux limitations technologiques, conclus-je. Aujourd'hui, nous honorons cette conviction en rendant cette technologie disponible non seulement aux spécialistes dans des installations médicales avancées, mais aussi aux enseignants, aux bibliothécaires et aux travailleurs de la santé communautaire qui servent souvent de première ligne d'observation pour le bien-être développemental des enfants. En retournant à ma place à côté de Nathalie, elle se pencha légèrement.
Il aurait adoré cette anecdote d'enfance, murmura-t-elle. Je n'avais jamais entendu cette histoire. Auparavant. Il y a beaucoup d'histoires que je n'ai pas encore partagées, répondis-je doucement. Il est peut-être temps que les enfants en entendent davantage. Le reste de la cérémonie se déroula avec des démonstrations techniques, des témoignages des premiers participants aux essais et l'inauguration officielle qui symbolisait le lancement de la balise de Jonathan dans le monde au-delà des laboratoires de développement d'Innovatech Chevalier. Tout au long, mon attention était sans cesse attirée par Mark et Emma, par leur posture fière lorsque leur père était mentionné, par leur dignité tranquille face à tant d'étrangers discutant de l'homme qu'ils avaient perdu. Plus tard dans la soirée, après la fin des événements officiels, Nathalie me surprit en suggérant que nous emmenions les enfants sur la tombe de Jonathan ensemble, quelque chose que nous n'avions jamais fait en tant qu'unité, ayant navigué notre deuil initial sur des voies séparées et parallèles. Le cimetière était paisible sous sa couverture de neige fraîche, l'obscurité naissante adoucie par la lueur chaude des lanternes commémoratives qui bordaient les allées. Mark et Emma marchaient légèrement devant nous, leurs petites silhouettes se découpant sur le ciel crépusculaire, s'arrêtant parfois pour brosser la neige des pierres tombales qui attiraient leur attention. C'est la première fois que je reviens depuis les funérailles, admit doucement Nathalie alors que nous suivions à une distance respectueuse. Je ne pouvais pas y faire face avant. Ça devient plus facile, proposai-je, puisant dans ma propre expérience de la perte. D'abord mon mari, puis mon fils. Pas mieux, exactement, mais moins vif. Elle hocha la tête, inhabituellement vulnérable dans cet espace sacré. J'ai pensé à ce que vous avez dit il y a des mois, sur le fait que nous aimions toutes les deux Jonathan à notre manière. Vous aviez raison. Je ne l'aimais pas comme vous, avec cette dévotion maternelle inconditionnelle. Mais je l'aimais, à ma façon. L'aveu, car c'est ce que cela semblait être, flotta dans l'air froid entre nous. Simplement. Nous atteignîmes la tombe de Jonathan, une élégante stèle de granit noir qui reflétait la dernière lueur du coucher du soleil. Mark et Emma étaient déjà arrivés, se tenant proches l'un de l'autre devant elle en contemplation solennelle. « Salut papa », dit doucement Emma, tendant la main pour tracer les lettres gravées de son nom. « On a lancé ton projet spécial aujourd'hui. Il va aider beaucoup de gens. » L'architecture du réseau neuronal a été entièrement reconstruite, ajouta Mark, comme s'il fournissait une mise à jour technique à un père temporairement absent. Le docteur Sharma dit qu'elle est encore meilleure que la conception originale. La certitude innocente que Jonathan pouvait d'une manière ou d'une autre les entendre, qu'il restait accessible malgré la finalité de la mort, me fit monter les larmes aux yeux. Ils traitaient leur perte à leur manière, Emma par la connexion émotionnelle, Mark par l'engagement intellectuel avec le travail de son père. Nathalie s'avança, déposant une seule rose blanche sur le sol enneigé devant la stèle. « Nous tenons nos promesses », dit-elle simplement. « Toutes. » Je savais ce qu'elle voulait dire. Les promesses explicites dans le testament de Jonathan et celles, implicites, que nous nous étions faites à nous-mêmes au lendemain de sa mort. Des promesses de protéger ses enfants, de préserver son héritage, de continuer le travail qu'il avait commencé. Des promesses qui nous avaient transformés, Nathalie et moi, de manière que ni l'une ni l'autre n'aurions pu anticiper. Alors que le crépuscule s'assombrissait pour devenir une véritable nuit, nous quatre nous tenions ensemble devant la tombe de Jonathan. Pas l'unité familiale qu'il avait imaginée de son vivant, peut-être, mais un autre type de famille néanmoins. Une famille forgée par la perte et le conflit, renforcée par un but commun, et finalement définie non pas par des liens conventionnels, mais par un engagement partagé à honorer une vie qui nous avait tous touchés. Il commence à faire froid, dis-je finalement, remarquant le petit frisson d'Emma malgré son lourd manteau. Nous devrions rentrer. On peut s'arrêter pour un chocolat chaud ? Demanda Mark, sa réserve habituelle s'adoucissant dans ce moment émouvant. Papa nous emmenait toujours prendre un chocolat chaud après avoir visité la tombe de papy. Bien sûr, répondîmes-nous simultanément Nathalie et moi, puis nous échangeâmes un petit sourire devant cette synchronicité inconsciente. En retournant à travers le cimetière silencieux, Emma glissa sa main dans la mienne tout en continuant à tenir celle de sa mère de l'autre, comblant physiquement l'espace entre Nathalie et moi. Mark marchait légèrement devant, sa posture et sa démarche rappelant de plus en plus Jonathan à chaque mois qui passait. À cet instant, je compris avec une clarté parfaite que le véritable héritage de Jonathan n'était pas l'innovation technologique portant son nom, aussi remarquable soit-elle. Sa plus grande réussite marchait à mes côtés. Ses enfants qui portaient sa compassion, son intelligence, sa détermination à résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent insurmontables. Et peut-être, en s'assurant que Nathalie et moi trouvions un moyen de dépasser notre inimitié initiale pour créer une structure familiale fonctionnelle pour Mark et Emma, Jonathan avait accompli son exploit le plus impressionnant de tous. Créer l'espoir à partir de la tragédie, la connexion à partir du conflit et le renouveau à partir d'une perte profonde. Ce n'était pas la vie qu'aucun de nous n'avait imaginée. Mais debout dans la douce chute de neige,
Entouré de la famille que nous étions devenus, je savais que c'était une vie qui valait la peine d'être embrassée avec toute sa complexité, ses alliances inattendues et sa promesse de croissance continue à partir des graines que Jonathan avait plantées. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Comment si idasus.